Permettez-moi de me présenter. John Herbert Dillinger. Mais vous me connaissez sûrement sous le nom de l'ennemi public numéro 1. Dans les années 30, j'étais considéré comme le criminel le plus redoutable d'Amérique. Ouais, exactement. Issu d'une famille modeste de l'Indiana, fils d'épicier, j'ai pourtant réussi à défier le FBI, à braquer des dizaines de banques et à devenir le symbole d'une époque où les hors-la-loi fascinaient le pays. J'étais à la tête d'un gang aussi audacieux qu'impitoyable. Spécialiste des attaques éclairs, des échappées grandioses et des fusillades dignes d'Hollywood. Les journaux m'ont décrit comme un Robin des Bois moderne pour certains, un fléau pour d'autres. Mais une chose est sûre, j'ai marqué l'histoire comme l'un des bandits les plus légendaires du XXe siècle. Comment ai-je accompli cela? Ah, c'est une saga complexe. Mais en résumé, des braquages à la précision chirurgicale, des revolvers qui crachent du feu, un sens du spectacle, et surtout, une époque où le public détestait les banquiers plus que les gangsters. Si vous voulez comprendre comment j'ai tenu l'Amérique en haleine, écoutez bien ce qui va suivre. Parce que entre mes cachotteries, mes amours tumultueuses et ma course contre la mort, l'histoire ne manque pas de piquant. Je suis né par une fraîche nuit de juin, précisément à 2 h du matin, dans le modeste quartier d'Oak Hill, à Indianapolis, dans l'Indiana. Mes premiers cris résonnèrent dans la paisible demeure de mon père, John Wilson Dillinger. Un homme alliant une bienveillance délicate à une détermination solennelle. Il dirigeait une épicerie animée, possédait plusieurs maisons et servait consciencieusement comme diacre à l'église Hillside Christian Church. Ma mère, Marie-Hélène Lancaster, répandait chaleur et tendresse dans nos vies. Une lumière qui, hélas, s'éteindra bien trop tôt. Avant même que je ne puisse prononcer mes premiers mots, ma sœur Audrey, alors âgée de 13 ans, débordait d'enthousiasme à l'idée d'accueillir un petit frère. Dans son journal, elle griffonnait fébrilement des prénoms tels que John, Harold, Alfred, Harry ou Théodore. Finalement, mes parents choisirent John. John Herbert Dillinger. Mes premières années furent un patchwork de joie innocente et de pertes déchirantes. J'étais un tout petit heureux. Jusqu'à ce que le désastre survienne à l'âge tendre de 3 ans. Ma mère tomba gravement malade et, alors qu'elle était emmenée d'urgence à l'hôpital, le destin nous asséna un coup cruel. Ma sœur Audrey, récemment mariée à Emmett Hancock et enceinte de leur premier enfant, rentra à la maison pour prêter main forte, tandis que mon père consacrait chaque instant libre à l'hôpital. Mais le 1er février 1907, après une opération ratée suite à un terrible accident vasculaire cérébral, ma mère disparut. Je me souviens encore de ce jour obsédant des funérailles. Une image gravée à jamais dans ma mémoire. Dans ma confusion d'enfant, je m'étais égaré et retrouvé près de son cercueil. J'avais traîné une chaise tout près et, avec une détermination larmoyante, je la secouais, essayant désespérément de réveiller la femme que j'aimais tant. Mon père me confia plus tard combien il lui brisait le cœur de me voir si perdu et déconcerté par son absence. Pourtant, durant ces premières semaines, l'ampleur de ma perte se dissolvait dans la brume de l'enfance. Mon éducation fut une véritable étude de contradiction. Convaincu que qui aime bien châtie bien,
mon père pouvait se montrer aussi sévère que généreux. À la moindre faute, je subissais une correction violente et l'instant d'après, on me récompensait en m'offrant le tout premier vélo du quartier. Même en tant qu'enfant timide et réservé, j'avais développé une certaine autonomie et un esprit vif. Une langue bien pendue, pour ainsi dire. La malice était ma compagne constante. Je pillais les fraisiers et les champs de melons, me promenais dans les vergers, dérobais le poulet d'un voisin et osais même narguer l'ivrogne du village. L'école fut une expérience riche et contrastée. Je fréquentais l'école élémentaire du quartier sans trop m'intéresser aux mathématiques, mais je dévorais chaque livre qui croisait mon chemin. Les romans bon marché regorgeant d'aventures embellies du Far West me captivaient. Surtout les exploits du hors-la-loi Jesse James. Un personnage qui, à mes yeux, incarnait à la fois audace et chevalerie. Avec le temps, mes centres d'intérêt évoluèrent. D'abord les billes, puis le baseball, jusqu'à ce que les armes à feu attirent enfin mon attention. Aider mon père à l'épicerie m'inculqua de précieuses leçons de vie. Je me souviens encore du jour où, pour impressionner une fille qui me plaisait, je lui offris un morceau de chewing-gum. Un geste qui se termina par l'éruption de mon père, arrachant le chewing-gum de mes mains et me frappant jusqu'à ce que je saigne. À l'âge de 9 ans, le paysage familial se transforma une nouvelle fois. Mon père épousa Elizabeth Lizzie Fields, une femme de campagne timide de 32 ans qu'il avait rencontrée lors de funérailles de mon grand-père Mathias Dillinger. Avec l'arrivée de Lizzie, ma sœur Audrey quitta le foyer pour s'installer avec son mari à Maywood dans l'Indiana. Malgré la douleur de perdre son premier enfant, qui ne vécut qu'un seul jour, Audrey eut 6 autres enfants avec Emmett et me traitait toujours comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Formée en piano de manière classique, elle tenta même de m'initier à la musique, bien que ma nature agitée ne me permette jamais de rester en place. L'année 1914 apporta de nouveaux départs. Lizzie donna naissance à un garçon, Hubert, suivi de 2 filles, Doris et Frances. Malgré l'agrandissement de la famille, elle m'aimait comme si j'étais son propre enfant, et je l'adorais d'autant plus. Au fil du tumulte de la puberté, ma nature jadis timide céda la place à un esprit plus audacieux et rebelle. Je me mêlais à des fréquentations plus coriaces, et avant même de m'en rendre compte, je me retrouvais à la tête d'un gang surnommé Dirty Dozen. À seulement 12 ans, j'en étais le chef. Ouais, rien que ça. Nos méfaits ne connaissaient aucune limite, et notre entreprise la plus audacieuse fut le vol de charbon sur le chemin de fer de Pennsylvanie, que nous revendions ensuite à nos voisins. Mais un jour, notre petit empire faillit s'effondrer. Quelques femmes locales impliquées dans nos transactions de charbon furent arrêtées par des détectives ferroviaires et se retournèrent contre nous. Alors que ma bande tremblait devant le juge d'un tribunal pour mineurs, je restais impassible. Les bras croisés, la casquette bien en place et un morceau de chewing-gum coincé dans la bouche. Lorsque le juge m'ordonna de retirer ma casquette et de recracher le chewing-gum, je souris d'un air narquois et le collai sur ma casquette à la place. Ah, sa réprimande cinglante résonne encore dans ma mémoire. Malgré ces escapades sauvages, personne ne put jamais prouver que j'étais l'incarnation du mal. Une idée qui, avec le temps, se transforma en une vie imprégnée de criminalité. Et pourtant, ma jeunesse, à bien des égards, resta remarquablement ordinaire. J'étais un enfant plein d'entrain qui se réjouissait de ses farces et remportait souvent ses bagarres. Le lycée, qui apporta ses propres tentations, était un tourbillon de premier amour et d'aventures téméraires. À 16 ans, au grand désespoir de mon père, j'abandonnai l'école pour devenir mécanicien dans un garage local. Je trouvais une immense satisfaction à démonter et à remonter des voitures et des machines. Pour moi, l'argent signifiait liberté, la liberté de forger mon propre destin. Les nuits se mêlaient au matin, alors que je m'adonnais aux plaisirs les plus débridés jusqu'à ce que mon père, toujours le protecteur, intervienne.
Pensant à sa retraite, il bouleversa notre existence en vendant l'épicerie et nos 4 maisons pour acheter une vaste ferme de 62 acres à Mooresville, la ville natale de Lizzie. Il espérait que la vie rustique, rythmée par les champs de maïs et le caquettement des poules, parviendrait à dompter mon esprit indomptable. Hélas, la campagne eut peu d'effet pour apaiser la tempête qui grondait en moi. Je m'étais installé dans une chambre du 2e étage de la ferme blanche de mon père. J'avais trouvé du travail et je faisais la navette sur 18 km jusqu'à Indianapolis à bord de l'interurbain, ce tramway électrique qu'il faisait circuler. Mais bon, ça, c'était pour les minables. Alors j'ai acheté et remis en état une vieille moto que j'ai chevauchée jusqu'à ce que je puisse me payer une voiture. Juste une vieille Chevrolet, rien de spécial. J'embarquais les mômes du quartier en balade en ville, ça m'a fait un peu le king pendant un moment. Sauf que Dark Johnny, c'est le nom de ma face de taré qui pète les plombs, a débarqué pendant un de ses tours. Une fille dont je croyais qu'elle se moquait de moi me poussa à mettre le pied sur l'accélérateur et j'ai filé en ville comme un fou, effrayant tout le monde à moitié mort. Après cet exploit, ces ados m'ont largué comme une patate chaude, même Marie, la fille avec qui je sortais. J'ai essayé de la reconquérir en chantant des chansons devant sa fenêtre, comme un idiot épris d'amour, mais elle m'a complètement ignoré. Je l'ai rapidement laissé tomber et commencé à chercher d'autres filles. Puis, comme un coup près, j'ai craqué pour Frances Thornton, la belle-fille de mon oncle. Avec ses cheveux au burn, ses yeux noirs perçants et son tempérament de feu, mon amour pour elle fut intense, chose inhabituelle pour moi. J'ai demandé sa main, mais elle céda à la volonté de son beau-père et m'a refusé. Dévasté, je ne lui ai plus jamais reparlé. Je noyais mes chagrins dans les bras de diverses filles à Martinsville, la ville voisine. Une fois les partenaires consentants épuisés, j'ai commencé à fréquenter des maisons de mauvaise réputation à Indianapolis. On raconte que j'ai volé une voiture dans le parking de l'église Quaker Church, à Mooresville, pour voir une fille que j'aurais mise enceinte à Indianapolis. Fausse rumeur. Ce soir-là, je couchais avec une fille de Martinsville, et cette mystérieuse future maman n'était qu'une pure invention postérieure. Deux jours après ce soi-disant incident de la voiture, le 23 juillet 1923, je m'engageais dans la marine. Comme si un enfant sauvage comme moi pouvait s'épanouir dans une vie de discipline. Après 4 mois d'instruction de base à la station d'entraînement de Great Lake, j'étais affecté en tant que matelot de 3e classe à bord du cuirassé Utah, où je devais fourrer du charbon dans d'énormes chaudières sous une chaleur accablante. Ce travail épuisant me valut rapidement des ennuis. J'étais jugé par un conseil de guerre pour avoir déserté non pas une, mais 2 fois en l'espace de 3 jours. Ce qui me conduisit au cachot, où je ne mangeais que du pain et buvais de l'eau. Le 4 décembre 1923, alors qu'on était garé à Boston, je me suis encore cassé la malle sans jamais revenir. La marine a carrément foutu une prime de 50 $ sur ma tronche. Je disparus pendant quelques mois. Certains diront que j'étais à Indianapolis avec une autre femme enceinte, mais qui peut vraiment le dire? Puis à mes 20 ans, je revenais simplement à la ferme de mon père, lui expliquant que j'avais été renvoyé à cause d'un souffle au cœur. De retour à la ferme, je me sentais morose et sans but. Je faisais des petits boulots et traînais en ville. Puis le 12 avril 1924, j'épousai Beryl Ethel Hovius, une magnifique jeune fille de 16 ans issue d'une famille ouvrière modeste. Pour contourner les lois sur le consentement parental, elle avait prétendu avoir 18 ans. On disait d'elle qu'elle n'était qu'un substitut à Frances Thornton, que je n'aimais pas vraiment. Pourtant, nous nous plaisions énormément l'un à l'autre. Beryl avait quitté le lycée pour devenir serveuse et ainsi aider financièrement,
et nous emménageâmes dans un appartement situé à l'étage, près de la place centrale à Martinsville. Quelques mois plus tard, j'ai rejoint l'équipe de baseball de Martinsville et me suis lié d'amitié avec l'umpire de 30 ans, William Edgar Singleton, un cousin éloigné de ma belle-mère. Il travaillait pour la compagnie d'électricité locale et il était marié et père de 2 enfants. Je changeais constamment de boulot. Atelier mécanique, sellerie, mercerie. J'avais tenté d'adopter une vie de famille stable, mais cela ne me convenait pas. Beryl, persuadé que je la trompais, se plaignait à mon père qui, pour ma défense, voyait que je traînais simplement au hangar de l'interurbain. C'était un repère notoire pour les jeunes sans but. Un jour, Singleton me convainquit de goûter un peu de moonshine. Légèrement grisé, je m'enivrais sacrément vite. D'un ton désinvolte, il me confia qu'il suivait Frank Morgan, le propriétaire âgé de l'épicerie du West End. Je connaissais Morgan depuis mon enfance, quand je volais des pièces dans son magasin. L'homme ne m'avait jamais dénoncé, il se contentait de me donner une leçon sur la gentillesse. Apparemment, cette leçon ne m'a jamais marqué. Le 6 septembre 1924, alors que Frank Morgan fermait son magasin pour se diriger vers le salon de coiffure de John Smith à Mooresville, il portait dans sa poche la recette du jour. Vers 22 h, alors qu'il rentrait à pied et passait au coin de l'église First Christian, j'en surgis des buissons, armé d'un pistolet Iver Johnson dans une main et d'un boulon enveloppé dans un mouchoir dans l'autre. Je lançai le boulon qui vint frapper l'homme sur la tête, bien que le boulon n'eût pas assez de poids pour l'assommer. Ne restant pas à terre, il s'empara de mon arme, et pendant que nous nous battions pour la reprendre, elle se déclencha, effleurant sa main gauche entre le pouce et l'index. Les lumières des porches s'allumèrent partout et Morgan cria à l'aide. Dès que les voisins accoururent, je pris la fuite, me faufilai dans une ruelle et me dirigeai droit vers une voiture en fuite garée à un demi-pâté de maison. J'entendis le vrombissement du Model T démarrer et filer en trombe avant que le bruit ne se dissipe. Le vieux Singleton, ce voyou aguerri, avait pris peur en entendant le coup de feu. Et je me retrouvai seul. Je m'enfuis alors pour me cacher à la ferme de mon père. 2 jours plus tard, le lundi matin, le shérif adjoint John Hayworth et le maréchal Grissom se rendirent à notre ferme. Ils me sommèrent de prendre mon chapeau et mon manteau. J'allais être transféré à la prison de Martinsville. Mon père, lui, pensait que j'avais été mêlé à une bagarre au hangar dans l'interurbain, ou que j'avais volé d'autres poulets. Pendant l'interrogatoire, je restais muet, niant toute implication dans l'agression de Morgan. Ils affirmèrent que Morgan m'avait identifié, ce qui n'était pas le cas, mais je ne dis rien. La police disposait déjà de suffisamment d'éléments pour me retenir, espérant que dans une sale cellule, je finirais par recouvrer la mémoire. Le procureur du comté, Fred Steiger, se trouvait face à un sérieux problème. Monsieur Morgan ne pouvait pas m'identifier avec certitude, et l'affaire contre moi commençait à s'effriter. Pour contourner ce manque de preuves, Steiger mentit en annonçant à ma famille qu'il détenait une preuve irréfutable. Il ajouta que si je plaidais coupable, je bénéficierais d'une peine légère, rendant inutile le recours à un avocat tape à l'œil, tant le tribunal se montrait clément. Sous la pression, j'ai fini par cracher le morceau et dénoncer Singleton qui avait discrètement disparu de la ville en affirmant qu'il avait participé à l'attaque. Et lorsqu'ils l'ont arrêté, il m'a imputé l'intégralité de l'affaire. Mon père était persuadé que me faire avouer était la bonne décision. Eh bien, il avait tort. Le 15 septembre 1924, Ed Singleton et moi sommes apparus devant le juge Joseph Warford Williams. Je n'avais pas d'avocat et le procureur avait assuré à mon père qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit présent non plus. Mais ce n'était pas la première fois que Singleton se retrouvait dans une telle situation. Il engagea un avocat astucieux d'Indianapolis qui plaida non coupable et fit transférer son affaire devant un autre juge. Comme prévu, j'ai plaidé coupable en m'attendant à une peine clémente. Mais Williams, l'un des juges les plus sévères du coin, prit le parti des citoyens en colère de Mooresville qui l'avaient élu. Il me condamna au maximum légal,
10 à 20 ans pour agression avec l'intention de voler, et 2 à 14 ans pour conspiration en vue de commettre un crime. Pour atténuer un peu le sort, il ordonna l'exécution simultanée des 2 peines, supprimant ainsi l'effet cumulatif de la 2e condamnation. Néanmoins, je devais purger au moins 10 ans derrière les barreaux. C'était une peine sévère pour un délinquant de première fois. Je n'avais pas encore 21 ans, j'étais marié, je venais d'une famille respectable et je n'avais aucun casier judiciaire. En plus, j'avais commis le crime en étant ivre et sous l'influence d'un homme plus âgé. Le juge William aurait pu accorder une probation, mais il soutint que puisque j'avais plaidé coupable, selon la loi de l'État de l'Indiana, il n'avait d'autre choix que de me donner le maximum obligatoire. Le lendemain, ils m'ont menotté, fourré dans l'interurbain et escorté jusqu'au centre pénitentiaire de Pendleton, le tout nouveau centre de détention de l'Indiana pour les délinquants de moins de 21 ans. Mon père, stupéfait d'apprendre ce qu'il s'était passé, s'était précipité pour faire appel auprès du juge. Mais Williams l'interrompit d'un ton sec en lui déclarant qu'il avait suivi la loi. Le centre pénitentiaire de Pendleton n'était techniquement pas une prison, mais ses murs de béton armés de 9 mètres de hauteur, ses tours de garde armées disposées aux 4 coins et ses puissants projecteurs nocturnes lui conféraient l'allure d'une véritable prison. Les taulards et les matons se tiraient la gueule en permanence, surtout pour la clope de contrebande. Tous les samedis soirs, quand tout le monde récupérait son paquet de Greg, le coin se transformait en bordel monstre. Ne supportant pas ce vacarme, 3 semaines après mon arrivée, je me suis éclipsé lors du comptage. L'alarme fut aussitôt donnée et en un clin d'œil, gardiens et personnel se mirent en quête de moi. Ils me découvrirent finalement dissimulé dans un tas de copeaux de bois à la fonderie. Putain, à peine 30 jours après le début de ma peine, j'avais gagné 6 mois supplémentaires. La maison de réforme de l'Indiana abritait 4 usines gérées par des civils, qui exploitaient le travail forcé et bon marché des prisonniers pour en tirer profit. On se tapait 8 heures de taf par jour à pondre des chemises, des caleçons, des frocs, des bouilloires, de la vaisselle et tout un tas de merde. Moi, j'étais fourré à la fonderie numéro 4, la pire de toutes. Là où le cagnard te montait à 55 degrés sans jamais te lâcher. Un vrai enfer. Notre job ? Boulonner des couvercles de regard à la chaîne en suant comme des porcs. Un jour, j'ai fait genre c'était un gros raté, et je me suis balancé de la fonte en fusion dans une de mes pompes. Je pensais que ça me ferait démerder pour changer de coin. Sauf que j'étais pas le premier guignol à tester le coup. Du coup, on m'a laissé crever là-bas, la mort dans l'âme. Alors je me suis dit que j'allais jouer la carte du burn-out. J'ai balancé de l'acide sur mon talon à m'en arracher la peau. Résultat, les chefs ont fini par me caser à la corvée pour nettoyer les chiottes de la cour. C'est comme ça qu'on m'a dégagé de cet enfer. En 1927, j'ai changé de tactique et je suis devenu un détenu modèle. En récompense de ma bonne conduite, je me retrouvais à l'usine de chemises numéro 2, en tant que couturier, et me fis de nouveaux amis. L'un d'eux fut Homer Van Meter, de Fort Wayne, dans l'Indiana, le clown de la prison. 1 an et demi plus jeune que moi, Homer avait fugué de chez lui à 12 ans et avait passé des années à dévaliser. Finalement, il fut pris pour un braquage de train et condamné à une peine de 10 à 21 ans. Van Meter tentait sans cesse de s'évader et était fréquemment puni pour ne pas avoir terminé son travail. Il pouvait être drôle, mais il était aussi rusé. Peut-être souffrait-il d'une maladie psychiatrique non diagnostiquée. Quoi qu'il en soit, tout le monde le considérait comme trop dangereux pour être libéré. Un autre pote était l'irréformable Harry Pete Pierpont. On l'appelait Harry le Beau pour ses traits sculptés dignes d'une star de cinéma et ses yeux bleus éclatants. Il avait déjà purgé une peine pour tentative de vol de voiture. Mais sa mère, Lena Pierpont, avait convaincu les autorités de le libérer après seulement 6 mois en 1924. Pierpont tenta de rentrer dans le droit chemin en travaillant dans l'usine de sable et gravier de son père. Mais il s'ennuya, rassembla une bande de voyous rencontrés en prison et braqua des banques de l'Indiana. Pierpont et sa bande furent trahis par la petite amie d'un de ses complices, et Harry reçut une peine de 10 à 21 ans.
Toutes ses tentatives d'évasion échouèrent et ils finirent par l'envoyer au pénitencier d'État de l'Indiana à Michigan City. Van Meter suivit peu après. J'ai souffert de la disparition de mes amis. J'avais renoncé au rôle de détenu modèle pour retomber dans un comportement puéril, et les punitions commencèrent à s'accumuler de nouveau. Le Pendleton n'étant pas très éloigné de chez moi, Beryl, ma femme et ma famille pouvaient encore me rendre visite. Mais avec le temps, ces trajets devinrent trop longs et coûteux, et bientôt, les visites se firent rares. Audrey ne cessait de harceler Beryl pour qu'elle vienne me voir plus souvent, mais cette dernière prétextait ne pas avoir l'argent nécessaire pour le tarif de l'interurbain. De surcroît, nos rencontres se soldaient fréquemment par des disputes et finalement, elle cessa carrément de venir. En avril 1929, Beryl se présenta de façon inattendue durant les heures de visite et m'apporta une nouvelle dévastatrice. Elle avait demandé le divorce. Le 20 juin 1929, le juge lui accorda le divorce au motif que j'étais un criminel condamné. Une semaine plus tard, Beryl épousa un mécanicien du nom d'Harold McGowan. J'étais anéanti. J'ai passé des heures à ruminer en silence sur mon lit de camp, incapable d'exprimer ma douleur pendant que les coups continuaient et que mon audience de libération conditionnelle se soldait par un véritable désastre. Le président du comité me rappela alors que je n'avais purgé qu'une infime partie de ma peine et que la prison était bel et bien ma destinée, suggérant même un retour pour plusieurs années. Après presque 5 ans d'incarcération, dont 2 passés à tenter de me conformer à un comportement exemplaire, je compris qu'il m'était impossible de satisfaire leurs exigences. J'ai donc demandé un transfert vers le pénitencier de Michigan City dans l'Indiana, en prétextant vouloir y jouer au baseball grâce à leur équipe. Ainsi, le 15 juillet 1929, je fus transféré à Michigan City. Mais je n'avais jamais eu l'intention de jouer au baseball là-bas. Mon véritable objectif était de retrouver ceux qui pouvaient m'apprendre à être mauvais. Harry Pierpont et Homer Van Meter. Le pénitencier d'État de l'Indiana était un véritable creuset, un mélange de petits délinquants et de criminels endurcis, faussaires, braqueurs, escrocs, voleurs de banque, bandits de voiture, voire même des meurtriers au premier degré, tous se retrouvaient entassés ensemble. On nous avait promis la réhabilitation, mais une fois à l'intérieur, nous étions traités comme de la poussière. À mon arrivée, les matons venaient de coller des règles de merde destinées aux 2800 $. Après quelques bordels pas possibles, ils nous ont balancé leur putain de système du silence. On devait bouffer, se déplacer et bosser gueule fermée, en faisant un signe de la main pour la moindre pause, même pour aller pisser. Affecté à l'atelier A8 d'une usine de chemises, je n'étais pas seul. Mes potes Harry Pierpont et Homer Van Meter travaillaient à mes côtés. Harry avait déjà tenté de s'évader 4 fois et préparait déjà une 5e tentative, tandis qu'Homer, bien qu'il ait redressé sa vie dans l'espoir d'obtenir une libération conditionnelle, n'avait jamais vraiment eu l'intention de devenir honnête. Je me souviens du 24 octobre 1929, lorsqu'une petite grève éclata dans les ateliers de la prison, menée par Russell Booby Clark. Le sous-directeur, Harry D. Clody, chargé de la sécurité, isola rapidement les meneurs et écrasa le soulèvement. Ils détestaient tous Clody, le surnommant « Moi Dieu », à cause de sa façon de crier « Mon Dieu ». J'ai évité cette grève, de peur qu'elle ne compromette mes chances de libération conditionnelle. Mais au final, aucune de mes requêtes en clémence n'aboutit, et j'ai sombré dans une profonde dépression. J'ai perdu tout intérêt à jouer dans l'équipe de baseball. Je voulais juste sortir. Pourtant, alors que je rêvais de liberté derrière ces barreaux de fer, le monde extérieur s'effondrait.
Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique se livrait à une fête incessante. Une économie en plein essor, une production débridée et des dépenses inconsidérées. Les investissements en bourse et les prêts bancaires se multipliaient à un rythme effréné, jusqu'à ce que la surproduction finisse par engendrer une bulle économique vouée à éclater. Le 20 septembre 1929, la bourse de Londres s'effondra, plongeant l'Amérique dans une panique générale. Malgré des injections de capitaux, le Dow chutait de 13% le 28 octobre et de 12% le 29 octobre. Cet effondrement provoquait une rareté de liquidités, l'effondrement de l'industrie et donna naissance à la Grande Dépression. Des familles perdirent leur emploi et devinrent nomades, errant de ville en ville à la recherche d'un espoir qui ne vint jamais. Les banques s'écroulèrent également. Près de la moitié ferma leurs portes, victimes de mauvais investissements, de détournements de fonds, d'une gestion défaillante et de ruées massives sur les guichets par un public paniqué, emportant avec elle l'épargne des citoyens. La colère grondait contre ces institutions insensibles qui dépouillaient des clients fidèles, et les braqueurs de banques devinrent aux yeux de certains de véritables justiciers, punissant ces entités pour leurs méfaits. Pourtant, à l'intérieur de la prison, nous étions à l'abri de ce cataclysme extérieur. Nous avions un toit sur la tête, du chauffage et 3 repas par jour. D'une manière tordue, nous étions mieux lotis que les hommes libres dehors. Libres, certes, mais sans abri, frigorifiés et affamés. Je me rappelle encore de l'été 1932, comme si c'était hier. Alors que je travaillais à l'atelier de chemise, Harry Pierpont, John Red Hamilton, Charles Maclay et Russell Clark décidèrent qu'ils en avaient assez de la vie derrière les barreaux. Braqueur de banque sans réel espoir de libération conditionnelle, Maclay proposa alors l'idée suivante. Pourquoi ne pas soudoyer quelques gardes influents pour faire passer des armes en contrebande par une personne de l'extérieur? Le plan nécessitait suffisamment de fonds pour couvrir les pots de vin, sécuriser les armes et louer un refuge sûr. Et aucun de leurs contacts habituels ne correspondait au profil. Ils durent donc trouver quelqu'un à l'intérieur, sur le point d'être libéré. C'est alors que Pierpont me désigna du doigt. « Johnny, si tu nous aides à nous évader, tu seras notre chauffeur, celui qui sera au volant lors de nos braquages de banque. » Je n'en croyais pas mes oreilles. L'idée de jouer les gros bras pour de vrai, c'était trop bon. Du coup, j'ai dit oui en 2 secondes, même si c'était de la merde. J'avais déjà la tête dans le film. Au fil des mois qui suivirent, mes nouveaux compagnons m'enseignèrent toutes les ficelles du métier. Ils me remirent une liste des banques et commerces les plus faciles à cambrioler, me communiquèrent les noms et adresses d'acolytes fiables et m'indiquèrent même les meilleurs endroits pour écouler nos biens volés et notre argent. J'absorbais chaque information comme une éponge. Alors que nos plans se concrétisaient, j'ai insisté pour étoffer notre équipe. Je plaidais en faveur de James Jenkins, malgré sa peine de prison à perpétuité pour un meurtre au 1er degré commis lors d'un braquage de magasin. Tandis que tout le monde le considérait comme peu fiable et indiscipliné, j'y décelais un potentiel, d'autant plus que sa séduisante sœur avait attiré mon attention. Ensuite, il y avait Walter Dietrich, un véritable virtuose de la mécanique de notre art criminel. Pendant que je bénéficiais de cette formation de gangster de premier ordre, je me mis également à écrire de longues lettres dans lesquelles je déversais mon cœur à ma famille, les suppliant de m'aider à obtenir ma libération conditionnelle. En 1933, près de 200 citoyens respectables de Mooresville signaient des pétitions clamant que ma peine était bien trop sévère. Well, I think the judge went considerably out of line. Mind you, I wasn't happy when this fellow jumped me. Robberies is a serious offense, and you've got to treat them serious. But I'd known young John since he was a small boy. Not much different from any other boy trying to figure out who he was and where he was going. And he made a wrong step, but the judge shouldn't have thrown the book at him.
Any fool knows that you don't make a boy better by knocking him down, but just make him mean. Pourtant, aucun de nous détenus n'imaginait à quel point le monde extérieur était en pleine mutation. Et pas pour le meilleur. En 1932, près d'un quart des travailleurs américains se retrouvèrent au chômage. Des centaines de milliers perdirent leur maison, et les sans-abri se réfugièrent dans des camps improvisés. Avec la pénurie d'emplois, d'argent et même de nourriture, la nation sombra dans le désespoir. Le président Hoover, fidèle à ses convictions, resta inactif, persuadé que les entreprises privées finiraient par redresser la situation. Mais un nouveau leadership émergea rapidement. Franklin Delano Roosevelt, alors gouverneur de New York, intervint avec des programmes d'emploi audacieux et la promesse d'un nouveau deal pour le peuple américain. Il promit même de mettre fin à la prohibition, arguant qu'une industrie légale des spiritueux créerait des emplois et générerait des revenus, une perspective qui toucha profondément une nation en quête d'espoir. En novembre 1932, Roosevelt écrasa Hoover aux urnes et, peu après, le monde se transforma radicalement. Du côté fédéral, le bureau d'investigation se transformait sous l'impulsion de John Edgar Hoover, qui avait modernisé l'agence à l'image de Scotland Yard en recrutant de jeunes enquêteurs diplômés. Son délire anticorruption a défoncé comme jamais le game des caïds à travers l'Amérique. Enfin, le jour tant attendu arriva. À 29 ans, mon audience de libération conditionnelle s'annonçait prometteuse. N'ayant purgé que 9 ans sur une peine minimale de 10 ans, mon dossier fut confié à la commission de clémence du gouverneur à Indianapolis, Paul McNutt, qui était déterminé à réduire les coûts liés aux prisonniers. Le 9 mai 1933, mes papiers de détenu numéro 13225 furent examinés et, dès le lendemain, l'ordre exécutif numéro 7723 fut signé. J'appris la nouvelle alors que je travaillais à l'atelier. Et 9 jours plus tard, la libération de Homer Van Meter fut officialisée, en dépit des retards administratifs habituels. Après que la décision de me libérer ait été prise, 11 journées interminables s'écoulèrent sans événements marquants. Puis, le 20 mai 1933, en début d'après-midi, un télégramme vint bouleverser l'ordre établi. Alors que ma belle-mère préparait un gâteau pour l'anniversaire de Hubert, elle s'effondra subitement, victime d'un AVC dans la cuisine. Le directeur de prison, Daly, se hâta de mettre en œuvre ma libération. 2 jours plus tard, Hubert et Fred Hancock parcoururent 250 km jusqu'à Michigan City pour venir me chercher. Sur le chemin du retour, un moteur en surchauffe et un pneu crevé nous retardèrent de 20 minutes. J'arrivai à la ferme Dillinger à minuit 30, accueilli par la sinistre présence du directeur funéraire local. À peine entré, je demandai d'une voix tremblante à mon père « Où est maman ?» Sa réponse fut absente. Ma mère avait rendu son dernier souffle quelques instants auparavant. Je me souviens encore de ce moment où, les yeux embués de larmes, mon père leva le regard vers le mien et dans un silence partagé, nous nous embrassâmes en pleurant ensemble. À cet instant, j'avais perdu tant de choses. Ma mère, ma belle-mère, l'amour de ma vie, ma femme et près de 9 années de ma jeunesse. Après ces funérailles empreintes de tristesse, je cherchais même Frank Morgan, lui serrant la main pour m'excuser des torts que j'avais causés. L'idée fugace de pouvoir enfin laisser derrière moi la vie du crime me traversa l'esprit. J'allais même voir mon ex-femme, bien que ma démarche la terrifiât au point de me renvoyer. Quelques dimanches plus tard, lors de la fête des pères, j'assistais à un service religieux où le pasteur prêchait sur le fils prodigue. Je pleurais ouvertement tout au long du sermon, espérant trouver un écho à ma détresse. Pourtant, la communauté stricte de cette église Quaker demeura sceptique. J'étais même écarté lors d'un appel à l'autel. Dans un excès de colère, je déclarai à Audrey
Je ne remettrai plus jamais les pieds à l'église tant que je vivrai. Mais alors que je jurais de changer, 2 semaines après ma libération, je me retrouvais à nouveau incapable de résister à l'attrait de ma vie d'antan. J'ai braqué 2 supermarchés, une pharmacie et une petite banque. L'excitation et l'adrénaline de ce monde dangereux étaient trop fortes. Et malgré l'éphémère goût de la rédemption, j'ai rapidement replongé dans l'univers du gangster. Je n'ai jamais oublié le jour où Harry Pete Pierpont me remit la fameuse liste à la prison d'État de l'Indiana. Un bout de papier usé sur lequel étaient griffonnés les noms et adresses de banques et magasins vulnérables du Midwest. Le 4 juin 1933, je contactai Noble Claycomb, un ex-détenu figurant sur cette liste. Noble accepta de m'aider à braquer un supermarché le soir même, et nous avions besoin d'un 3e complice. Il me conduisit à Spades Park, un terrain de baseball poussiéreux où traînaient les jeunes loups de la Whitecap Gang. Je me souviens encore des regards méfiants de Shaw, 19 ans, et aussi de Paul, qu'on surnommait Lefty Parker. J'avais 29 ans et certains me connaissaient sous le nom de Dan. Leur accueil fut glacial au départ, mais l'appât du gain finit par dissiper leurs doutes. Notre première étape fut le saloon de Shorty George, lieu de location d'armes. George Hughes, le propriétaire, était réputé pour son commerce parallèle en armement. J'optai pour un Colt calibre 32 à long canon, une arme élégante qui en avait pour son style, même si elle était difficile à dissimuler. Pendant ce temps, Noble avait repéré une DeSoto Sedan que nous dérobâmes en substituant ses plaques. Toutefois, notre fuite vira rapidement au cauchemar lorsque nous fûmes repérés par une voiture de police. Sans hésiter, Noble coupa les phares et écrasa l'accélérateur avant même que Shaw n'ait refermé la portière. Je me souviens encore du choc. La voiture heurta un poteau, arrachant une charnière et la portière penda. Malgré tout, Noble parvint à semer les flics, fixant provisoirement la portière avec du fil de fer pour nous mener vers le supermarché City Food. Quand on est arrivé, on m'a collé des lunettes de merde à paillettes et une casquette blanche de beauf. J'ai cru que c'était une blague. Leur plan à la con, c'était que les témoins captent pas nos tronches. Je me suis tapé ce déguisement en serrant les dents, sachant très bien qu'on allait se faire opérer, comme des connards dans une église. Shaw et moi nous dirigeâmes tranquillement vers le bureau du magasin. Mais tout dérapa aussitôt. La caissière, Irene Quigley, remarqua nos costumes grotesques, ainsi que le canon de mon Colt dépassant de ma veste, et elle cria quelque chose au responsable. Shaw réagit instantanément. Il sortit son automatique, poussa Irene dans le bureau, et rafla $100 de la caisse. Utilisant le rebord comme marche improvisée, je sautai par-dessus une barrière d'1,80 m, comme tout droit sorti d'un film de Douglas Fairbanks. Tandis que je rassemblais l'équipe à l'arrière, nous fûmes interrompus par un vieil homme pétrifié qui refusait de bouger. Submergé par ma colère, je perdis le contrôle et le frappai avec le canon de mon Colt. Un coup si violent que ses dents se dispersèrent sur le sol. Jamais je n'oublierai le regard de stupeur de Shaw lorsqu'il vit ce que j'avais fait. Nous fîmes une sortie précipitée et Noble nous récupéra dans la DeSoto rafistolée. Ce braquage était tellement de la merde niveau pro, mais j'étais en PLS. J'avais risqué ma peau et ma liberté pour une misère de 30 balles. Ouais, 30 putains de dollars. T'imagines le niveau de désespoir. Le lendemain, devant mon agent de libération conditionnelle, je jouais les anges, prétendant travailler à la ferme avec mon père, alors qu'en réalité, j'avais trouvé ma nouvelle vocation. Pour le coup suivant, Noble n'était pas disponible. Paul Parker prit alors le volant, malgré son inexpérience, car nous avions prévu de braquer la pharmacie Hag. Shaw arborait sa traditionnelle casquette blanche et ses lunettes, tandis que j'avais opté pour un chapeau de marin en paille. Les clients ne cessaient de nous fixer.
Je leur ordonnai de se retourner pour constater, quelques instants plus tard, qu'ils me regardaient de nouveau. Dans ce tumulte, nous finîmes par faire tournoyer les otages, comme des toupies, afin de masquer nos visages. Dehors, Lefty kiffait sa race avec un sourire de débile, et il hurlait qu'il fallait admirer son incroyable habileté en créneau. Je l'ai vu caler la Ford entre deux bagnoles et j'en revenais pas. Sérieux? Sérieux? Putain, sérieux? En réalisant que Lefty avait tout foiré. Évidemment, il a dû dégager la caisse à la bourrin pour se tirer. Shaw et moi, on se matait en mode « T'as vu ce guignol ?» Avant de se lancer une leçon à la con. La règle de base, gros dégueu, c'est jamais, au grand jamais, que tu te tapes un créneau avec la caisse de fuite. De retour à la ferme de mon père à Mooresville, les échos du chaos régnant dans le milieu criminel nous parvenaient. Clyde Barrow, Bunny Parker et William Daniel Jones avaient survécu à un accident après avoir dérapé d'un pont à la suite d'une fusillade avec la police. Le gang Barker Carpi avait kidnappé un brasseur de Minneapolis. Et puis il y eut le massacre de Kansas City, un train d'agents fédéraux pris sous une pluie de balles. J. Edgar Hoover bouillait de rage, jurant que les responsables seraient exterminés. La guerre contre le crime venait véritablement de commencer. Peu après, la White Cap Gang a commencé à s'effondrer. Shaw, arrêté, s'est mis à parler, révélant tous nos exploits. Tous ont fini derrière les barreaux, sauf moi. Shaw a écopé de 10 ans, Noble a été renvoyé à Michigan City et Parker a été inculpé. J'ai essayé d'aider la mère de Shaw avec de l'argent, mais elle a refusé mon argent sale. C'est à ce moment que j'ai rencontré Mary Jenkins, la sœur de James, mon compagnon de prison. Une mère de 23 ans séparée de son mari Howard Longnecker, qui lui avait enlevé ses enfants. J'avais passé des nuits avec des filles de passage, mais je brûlais d'un désir d'amour véritable, d'un semblant de famille. Je l'ai invitée à déjeuner, puis je l'ai emmenée avec son amie Marianne à l'exposition de Chicago. J'étais vraiment fou de Marie. Je lui écrivais des lettres d'amour passionnées, lui promettant de tout faire pour elle. Lorsque son mari s'en prit à elle, je n'hésitais pas à la défendre, déclenchant une bagarre qui faillit m'attirer l'intervention d'un gendarme local. Pourtant, Marie resta à mes côtés. Hélas, cette accalmie fut de courte durée, car de nouveaux problèmes se profilaient déjà à l'horizon. Vous vous rappelez ce saut digne d'Hollywood que j'avais réalisé lors du braquage du supermarché City Foods, dont j'étais si fier? Eh bien, il m'a coûté cher. Ce geste attira l'attention de Philip Hart Mattia Leach-Channing, un immigrant de parents serbes qui s'était fait appeler Matt Leach et qui était désormais capitaine de la police d'État de l'Indiana. Il en devint obsédé par moi. Quand il apprit l'existence du fameux sauteur, il envoya mes photos d'identité aux banques qui venaient d'être braquées et découvrit rapidement que le fameux Dan n'était autre que moi. Matt Leach arriva aux États-Unis avec sa mère Mila à l'âge de 12 ans. Ils rejoignirent son père Vuyo Leach-Channing qui travaillait depuis 10 ans dans les aciéries pour payer leur passage. Mattia a dû s'enfiler l'anglais à la hussarde. Si vite qu'il s'est retrouvé avec un bégaiement de ouf. Ne voulant pas suivre les traces de son père, il rejoignit la garde nationale de l'Indiana pour traquer Francisco Pancho Villa, recherché par l'armée américaine après plusieurs raids sanglants au Nouveau-Mexique. Une fois que les États-Unis entrèrent en guerre pendant la Première Guerre mondiale, le caporal Leach fut envoyé en Europe pour combattre. Mais 2 mois après son arrivée, la guerre prit fin. Leach rentra chez lui, obtint une décharge honorable et rejoignit le département de police de Gary dans l'Indiana en tant que nouvelle recrue. Après avoir été renvoyé de la police pour ne pas être assez corrompu, il se fraya un chemin dans le cercle intime de l'American Legion. Il attira l'attention de son commandant, Paul Voorhees McNutt, âgé de 42 ans, et aida ce dernier à remporter la campagne pour devenir gouverneur de l'Indiana. Finalement, il nomma Matt Leach capitaine de la police d'État, récemment restructuré. Ce fichu capitaine Matt Leach, ou devrais-je dire Matt la sangsue, tel un parasite qui ne vous lâche jamais la peau, a envoyé mon agent de libération conditionnelle à Mooresville, surveiller la maison de mon père, ainsi que celle de ma sœur Audrey. Et il a même attrapé mon vieux pote Ed Singleton, persuadé qu'il finirait par cracher le morceau. Pourtant, Ed n'a rien dit.
Il a également appris que je menais une liaison avec une certaine Mary Longnecker de l'Ohio, si bien qu'il a dépêché 2 policiers, Russell Fall et Charlie Gross, pour la surveiller au cas où je me rendrais à sa rencontre. Notre capitaine Sansu réapparaissait sans cesse, s'accrochant obstinément à ma trace, toujours un pas derrière, sans jamais abandonner. Je dois l'avouer, ce type avait du cran. Même s'il me pompait le sang et me cassait les couilles, comme une bonne sangsue, impossible de s'en débarrasser sans y mettre le feu. Mais je devais me concentrer sur mon travail. J'avais désormais suffisamment de fric pour financer l'évasion de mes amis. Pendant les 3 mois précédents, je suis resté en contact avec tous ceux qui avaient promis de nous aider à organiser l'évasion. Ma principale interlocutrice fut Mary Kinder, une jeune femme de 22 ans, petite, mais pleine de panache, passionnée par les vêtements tape à l'œil, les chaussures rouges, le rouge à lèvres éclatant, et un maquillage qui attirait tous les regards. Mary n'était pas étrangère aux ennuis. Son ex-mari, son frère, et même son dernier amoureux se trouvaient derrière les barreaux à Michigan City. Son ex, Dal Kinder, le fils d'un sergent de police d'Indianapolis, avait déjà purgé une peine pour avoir braqué une épicerie. Son frère, Earl Norton, était incarcéré pour un braquage de banque à Kokomo, tout comme son complice et amant, Harry Pierpont. Mary m'avait promis alors son aide pour organiser l'évasion, à une condition bien précise. Il fallait que son frère Earl figure parmi les évadés. Je lui avais confié la tâche de dénicher des vêtements adaptés et de trouver un appartement à Indianapolis susceptible d'accueillir jusqu'à 14 hommes. Une précaution indispensable, puisque trop souvent, les évasions échouaient faute d'un refuge sûr. Un autre partenaire de notre opération fut la madame de Kokomo, Pearl Elliott. Son frère, qui avait collaboré avec Pierpont lors d'un braquage, était resté libre. Reconnaissante de cette loyauté, Pearl nous apportait son aide en acheminant l'argent nécessaire pour corrompre les gardiens. Chaque détail était crucial, et dans ce monde où la moindre erreur pouvait nous coûter cher, je ne laissais rien au hasard. De l'autre côté, la liste des détenus de la prison d'État de l'Indiana qui participeraient à l'évasion s'était allongée depuis mon départ. Le chef du gang, Harry Pete Pierpont, ne laissait rien au hasard en choisissant méticuleusement les membres essentiels de notre équipe. Charles Maclay, un ancien agent d'assurance de 44 ans originaire de l'Ohio. Il avait un casier judiciaire bien rempli, mais purgeait alors une peine de 10 à 20 ans pour un braquage dans l'Indiana. En prison, il restait zen et jouait le rôle du comique de la bande. John Red Hamilton, un charpentier roux de 34 ans du Canada, discret et apprécié de tous. On était à sa 3e année d'une peine de 25 ans pour avoir braqué une station-service. On l'appelait aussi 3 Finger Jack, car il avait perdu 2 doigts dans un accident de luge dans son enfance. Russell Clark, un homme de 35 ans de terre haute dans l'Indiana, grand et séduisant, arborant une petite moustache noire. Il en était à sa 6e année d'une peine de 20 ans pour braquage de banque et avait tenté de tuer son gardien après avoir témoigné dans un autre braquage. Sur ma demande, le frère de Mary Longnecker, James Jenkins, ayant purgé 2 ans d'une peine à perpétuité pour meurtre lors d'un braquage d'épicerie où il avait tiré sur le propriétaire, il rejoignait la liste. Walter Dietrich, associé de Baron Lamb, il avait purgé 2 ans d'une peine à perpétuité pour le braquage d'une banque à Clinton, dans l'Indiana. James Oklahoma Jack Clark, 31 ans, sans lien avec Russell Clark, est capturé lors du coup de Clinton. Malgré son désintérêt initial pour l'évasion, Dietrich le convainquit qu'il bénéficierait de soins médicaux pour ses ulcères d'estomac une fois en liberté. D'autres figures s'étaient ajoutées à la liste. Edward Shoes, 28 ans, qui purgeait la 3e année d'une peine de 25 ans pour braquage. Joseph Fox, également dans sa 3e année, mais d'une condamnation à perpétuité pour le même crime. Et enfin, John Burns, personnage énigmatique dont le véritable nom, John Hips, ne serait révélé que des décennies plus tard.
Ce dernier en était à sa 13e année, d'une peine à perpétuité pour un meurtre commis lors d'un braquage de banque. Et pour clore le tableau, Earl The Kid Northern, le frère de Mary Kinder, fut lui aussi inscrit dans la liste. Chaque membre, avec ses forces et ses faiblesses, renforçait l'espoir d'une évasion grandiose. Jamais je n'aurais pensé que mes talents de batteur de baseball me seraient utiles dans le milieu du crime, mais la vie a une façon étrange de relier les points. Me voilà, avec Hilton Crouch, dans la planque de Pearl Elliott, en train de préparer ce qui pourrait être ma livraison la plus importante à ce jour. Pas des colis ou de l'argent, mais la liberté pour mes gars de la prison d'État de l'Indiana. J'avais réussi à acquérir 3 pistolets automatiques de calibre 38, au prix de 48 $ chacun, accompagnés de chargeurs supplémentaires et de munitions. J'ai passé la soirée avec Hilton à emballer méticuleusement chaque arme. D'abord enveloppée individuellement dans des journaux de Chicago, puis protégée par du coton, ensuite recouverte de goudron de toiture, et enfin roulée dans du sable pour qu'elle ressemble à de simples blocs de grès. Vers le 10 août, nous avons chargé ces pierres spéciales dans la voiture et avons pris la route jusqu'à Michigan City. Nous avons laissé la voiture à quelques pâtés de maison et avons approché les hauts murs à pied, d'un air aussi détendu que des promeneurs du dimanche. Les gars à l'intérieur avaient fait leur part du travail. Un panneau blanc, orné d'une flèche rouge, était accroché à la fenêtre de l'usine de chemises, indiquant exactement où je devais lancer les colis. J'en avais plein le cul de me marrer en pensant aux matons. Soit ils étaient à l'ouest, soit ils touchaient des enveloppes, vu qu'ils captaient rien à ce signal pourtant cramé. Y a des mecs qui ferment les yeux pour 3 clopinettes, pas vrai? Lancer ces colis lestés par-dessus un mur de 25 pieds n'était pas une mince affaire. Il m'en fallut plusieurs tentatives avant de réussir. Mon bras me ferait mal pendant des jours, mais ça en valait la peine. Dès l'aube, Walter Dietrich récupéra les colis et cacha les armes et les munitions dans une boîte à chaussures, dans le sous-sol de l'entrepôt de l'usine de chemises. Quelques jours plus tard, je repartis avec 3 autres armes. Même procédé, envelopper, tartiner de goudron, recouvrir de sable. Mais cette fois, la chance ne fut pas de notre côté. 2 détenus remarquèrent ce foutu caillou gluant et, espérant se faire bien voir par les gardiens, ils balancèrent l'info. Le sous-directeur Claudie s'en empara, l'ouvrit d'un coup sec et découvrit les armes. Immédiatement, l'endroit plongea dans le chaos, chacun accusant qu'une évasion était en préparation. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, Claudie ne soupçonna pas le gang de Pierrepont. Il pointa plutôt du doigt un nouvel arrivant, Daniel McJogegan, un notoire coursier de billets de Chicago et tireur, ainsi que ses 2 compères, Jack Gray et Edward Murphy, et les enferma en isolement. Il y a une histoire qui omet complètement la première livraison, prétendant qu'après ce second fiasco, Pierrepont m'aurait contacté pour me donner l'ordre de changer de tactique et d'envoyer les armes dans une boîte étiquetée fil à coudre. Cependant, cette anecdote semblerait être une invention délibérée de Walter Dietrich. Nous y reviendrons plus tard. Quelques jours plus tard, le 18 septembre 1933, je fis un saut à Indianapolis pour rendre visite à Mary Kinder et lui glisser 150 $ pour couvrir ses frais. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'eus enfin un moment pour voir Mary Longnecker. Chaque pas de ce chemin était une danse sur le fil du rasoir, toujours une longueur d'avance. Ou du moins, c'est ce que j'espérais. Je savais que j'encourais un risque en allant chez Mary. Mais un homme a des besoins qui surpassent parfois la prudence. Après des semaines sur les routes, à braquer des banques et à esquiver les agents, j'avais besoin d'une nuit avec Mary dans son appartement de Dayton. Quand j'ai garé la voiture devant son immeuble le 21 septembre, j'ignorais que la propriétaire me guettait comme un faucon. J'ai monté les escaliers en me sentant libre, sans savoir que Madame Stryker était déjà au téléphone avec la police. Mary et moi partagions un moment agréable, feuilletant les quelques photos Kodak que j'avais apportées. J'avais retiré ma veste et me tenais debout en sous-chemise et pantalon de costume gris, savourant ce rare instant de détente après des jours de tension. Une erreur qui allait s'avérer fatale. Vers 1h30 du matin, j'ai entendu la propriétaire frapper. Quand Mary a ouvert la porte, tout s'est déroulé en un éclair. 2 détectives sont apparus, Fall et Gross, un avec une Thompson, l'autre avec un fusil à pompe, et je me suis retrouvé face à 2 canons braqués sur moi.
Je levai lentement les mains jusqu'aux épaules, feignant la décontraction pendant que mon esprit parcourait mes options d'évasion. Les photos m'échappèrent des mains et je baissai légèrement les bras, les testant, cherchant une faille pour bouger. Le flic au fusil n'a pas mordu. « Ne bouge pas, John, ou je te tue », dit-il en visant ma tête. Quelque chose dans sa voix me fit comprendre qu'il était sérieux. Alors je restai figé. Ils m'ont menotté et jeté sur le canapé pendant qu'ils saccageaient l'appartement. Ils ont trouvé mon 38 dans les coussins et 5 autres pistolets dans ma valise. Dans la voiture, ils ont découvert 2600 $ en liquide, des munitions et un sac de clous de toiture que j'utilisais pour semer les poursuites. Pendant qu'ils m'emmenaient, mes pensées se tournèrent vers Harry Pierpont et les gars. Ils étaient à quelques jours de s'évader de Michigan City, une évasion que j'avais aidé à financer. Et maintenant, c'était moi qui allais me retrouver derrière les barreaux, en espérant qu'ils n'oublieraient pas de me rendre l'appareil. Me voilà encore enfermé pour la deuxième fois, cette fois dans le bagne de Dayton. Pourtant, j'étais étonnamment de bonne humeur malgré ma situation. Je ne m'inquiétais pas trop. Ce qui me chiffonnait davantage, c'était de manquer le match d'ouverture de la série mondiale entre les Washington Senators et les New York Giants. Avant même que je m'en rende compte, la nouvelle de mon arrestation s'était répandue comme une traînée de poudre. Des enquêteurs d'Indiana et d'Ohio affluaient à Dayton, impatients d'avoir un petit entretien avec moi et désireux d'emmener avec eux des témoins. Tous avaient les yeux rivés sur l'idée de m'extrader pour me faire répondre de crimes commis dans leur propre coin. Je me rappelle encore avoir rencontré le capitaine de la police d'État de l'Indiana, Matt Leach, ce vendredi matin. Ce type était vraiment un bourreau de travail. Il était arrivé seulement quelques heures après mon arrestation et, lorsqu'il se retrouva enfin face à moi, tout ce que je pus lui offrir fut un sourire moqueur. Le lendemain, samedi 23 septembre, ils me transférèrent du bagne de Dayton à la prison du comté de Montgomery. Puis, seulement 3 jours plus tard, j'appris que des agents spéciaux du bureau d'investigation avaient attrapé George Machine Gun Kelly et sa femme Catherine à Memphis. Le couple, toujours en quête d'imiter le style des gangsters avec des enlèvements à risque minimal, n'avait pas réussi cette fois. C'est drôle parce que, pendant que l'arrestation des Kelly faisait la une des journaux, elle fut rapidement éclipsée par un autre événement majeur. Une évasion de prison. Les gars du gouverneur McNutt avaient complètement retourné l'État. D'abord, ils avaient vidé la police d'État, puis ils s'en étaient pris à la prison. Une fois qu'ils en eurent fini, ils avaient jeté tous les gardiens républicains et ce vieux directeur d'Alley comme des ordures d'hier. Ils les avaient remplacés par des novices et des bonimenteurs politiques. Kunkel, un costard de Michigan City qui n'avait jamais mis les pieds dans un cachot, avait pris les rênes. Il ne restait qu'une seule pomme pourrie. Harry Moitieu-Claudie, ce sous-directeur à la poigne de fer et au cœur plus froid qu'une cellule en janvier. Ce salaud était vraiment détesté. Bien sûr, Kunkel avait jeté un seul coup d'œil sur l'endroit et failli en perdre son calme. 2500 détenus dont la moitié étaient de vrais durs et une équipe de guignols pour maintenir l'ordre. Des murs si vieux qu'ils s'effondreraient si tu y crachais dessus. Et la porte principale, bon sang, 2 préposés avec un trousseau de clés et une prière. Les évasions étaient le nouveau passe-temps national, et ce cirque, parfait pour en tirer profit. Claudie eut vent du plan du 28 septembre grâce à ses balances, mais le vieux garda le silence. Il ne risquait pas sa peau à prévenir Kunkel sans preuve. La fierté, c'est une drôle de chose. Pendant ce temps, Pete Pierpont en transpirait à grosses gouttes, paranoïaque comme un chat dans une pièce pleine de rockers. Il disait que les armes qu'il avait fait passer en contrebande, graissées et enfouies sous le plancher de l'atelier, risquaient d'être dénichées. Il ne pouvait pas faire confiance à ses nouveaux apprentis pour ne pas trébucher dessus lors d'une de leurs descentes sans cervelle. Alors Pete avança la date. Le 26 septembre, 2 jours plus tôt, il ordonna à Oklahoma Jack, Fat Charlie et Red Hamilton de prêter serment. Un pour tous, tous pour un. Il jura qu'il se tirerait pour s'évader ou se ferait mordre par des balles. « 26 septembre 1933, 14h. Je n'étais pas présent sur place, mais je connaissais chaque détail du plan. 9 détenus de différents services avaient obtenu des laissez-passer pour l'hôpital, chacun minutieusement orchestré. Harry Pierpont,
James Clark, Charles Maclay, John Hamilton, James Jenkins, Russell Clark, Ed Shows, John Burns et Joseph Fox convergeaient tous vers la salle de stockage du sous-sol de l'usine de chemises, où Walter Dietrich les attendait déjà. Seul un homme manquait, Earl The Kid Norton, coincé à l'hôpital de la prison, luttant contre la tuberculose. Dietrich, imperturbable comme la glace, sortit une boîte à chaussures brunes renfermant 3 automatiques calibre 38 et les remit à Maclay, Pierpont et Hamilton. Puis il se mit en marche pour lancer notre plan élaboré. Il trouva le directeur de l'usine de chemises et l'amena dans le sous-sol. Mais un seul otage ne suffisait pas. Dietrich remonta à l'étage et trouva l'adjoint du directeur, Albert Evans, un colosse que les gars surnommaient Big Bertha. Il ne laissait rien au hasard. Chaque détenu qui descendait était bâillonné, ligoté ou enfermé dans le tunnel de chauffage. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. L'évasion fut méthodique. Chacun saisit une pile de chemises pour se fondre dans la masse. Dietrich et Hamilton dissimulaient leurs armes sous le tissu, utilisant Stevens comme bouclier. Si quelque chose tournait mal, il serait le premier à tomber. Ensemble, ils traversèrent la pelouse comme de simples ouvriers, 3 portails se dressant entre eux et la liberté. Les gardes de la prison postés sur les hauts murs de pierre grise remarquèrent le groupe qui se faufilait dans la cour, mais ils ne soupçonnaient rien du tout. À la première porte, le geôlier Frank Swanson, sans méfiance, ouvrit la grille. Il fut contraint de rejoindre l'équipe des évadés sous la menace d'une arme. Cap sur la deuxième porte, le gardien Guy Burklow, tout aussi confiant, commença à ouvrir la seconde grille. Evans tenta de lui faire signe d'arrêter, mais Stevens barra la vue de Burklow. Ce dernier fut lui aussi contraint de se joindre à la marche. Direction la troisième porte, menant au bâtiment administratif et au gardien Fred Wellnitz. Wellnitz hésita. Ce groupe déterminé lui parut très louche. Pas le temps de tergiverser. Shows assomma Wellnitz avec une matraque de fortune. Le directeur Kunkel et sa secrétaire se trouvaient dans les bureaux administratifs, situés à gauche du hall lorsqu'ils perçurent le tumulte. Un employé fit remarquer qu'il s'agissait d'une évasion et insista pour qu'il se cache immédiatement dans le placard. Proposition que le directeur refusa. Peu après, 2 évadés enjambèrent le comptoir séparant le hall des bureaux. Mais lorsque John Burns tenta de se précipiter par-dessus, son arme partit, touchant Finlay Carson, un employé de 72 ans, à la cuisse et à l'abdomen. Burns se mit à arracher tous les fils téléphoniques, tandis que les autres rassemblaient les employés dans le bureau du greffier en chef. Il réclamait des armes, mais personne ne connaissait le code de la salle d'armes. Enfin, un homme le savait. Howard Crosby, accroupi sous un bureau avec un téléphone à longue corde qui composait le poste de police. Voyant les pieds d'un évadé à peine 1 mètre de lui, il murmura que la prison rencontrait des problèmes et qu'il fallait envoyer des policiers ainsi que des armes. Puis il émergea de dessous le bureau, l'air innocent, pour rejoindre les autres parqués dans la salle d'armes. Pendant ce temps, Hamilton se trouvait dans le bureau adjacent, le pistolet braqué sur le ventre du directeur Kunkel. Lui et sa secrétaire furent alors entraînés dans la salle d'armes, comme les autres, avant que les 10 de la terreur ne prennent la fuite. Ils avaient jailli par la porte principale déverrouillée de la prison et s'étaient arrêtés un instant sous la pluie battante pour s'orienter. La première priorité avait été de trouver des roues. Dietrich, Burns, Fox et James Clark s'étaient parfaitement coordonnés pour maîtriser un shérif, lui confisquer son arme et le traîner jusqu'à sa voiture. Dietrich prit alors le volant et appuya à fond sur l'accélérateur. L'équipe 2, composée de Pierpont, Hamilton, Maclay, Jenkins, Shows et Russell Clark, avait foncé à travers la pelouse de la prison en direction de la station-service située de l'autre côté de la route. Pendant ce temps, un évadé s'était jeté sur le marchepied d'une voiture garée, tandis qu'un autre pressait son arme contre le front du gérant, lui ordonnant de lui remettre les clés du véhicule sous peine d'une violence extrême. Terrifié, le gérant prit la fuite. Toujours dépourvu de véhicule, plusieurs évadés s'étaient précipités sur l'autoroute. Herbert Van Valkenberg, un fermier d'Oswego, avait alors constaté que ces hommes armés lui faisaient signe de s'arrêter et avait pensé qu'il s'agissait sans doute de policiers, s'exécutant docilement. Les 6 hors-la-loi s'étaient engouffrés dans la bagnole en hurlant à Van Valkenberg de choper le volant. Sauf que le vieux conduisait comme une savate, et après 15 km, la bande la virait comme une merde de la caisse. Les véhicules des évadés des équipes 1 et 2 avaient alors filé vers le sud, s'efforçant de mettre le maximum de distance entre eux et la prison. Parallèlement, il ne fallut que 4 minutes pour que l'alarme générale retentisse, plongeant l'établissement dans le chaos. Justiciers, forces de réserve et même des pompiers affluèrent sur les lieux. Des barrages routiers furent mis en place et une brigade de 500 hommes fut organisée pour partir à leur poursuite.
Un peu après minuit, le 27 septembre 1933, alors que j'étais enfermé dans la prison du comté de Montgomery, mes gars étaient déjà en train de mettre notre plan à exécution. Le deuxième véhicule d'évadés se gara devant la minuscule maison de Mary Kinder à Indianapolis. Plus tard, Pearl Elliott, la madame de Kokomo, fit un saut avec une partie de mon fric, accompagnée d'un type que je connaissais à l'époque, Harry Copeland. Elle envoya Marie se procurer des costumes corrects pour l'équipe et en même temps exécuta ma demande inhabituelle, aller chercher Marie-Evelyn Billy Fréchette. Eh bien, j'avais omis de le mentionner plus tôt. J'avais déjà décidé de tourner la page avec Marie Longnecker, particulièrement après avoir découvert qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre suite à mon arrestation. Billy n'était pas une fille ordinaire. Fille d'un père français et d'une mère minominée, elle avait grandi dans la réserve de Neopit, dans le Wisconsin, avant de s'installer à Chicago en 1932. Pendant ce temps, dans ma cellule, on m'imposait le silence. On me tenait délibérément à l'écart des informations sur le succès de l'évasion de la prison d'État de l'Indiana. Pas un chat, pas un enfoiré de journaliste. Que dalle, que la routine de merde des fils de moutons à étiqueter. Avant même que je ne capte un truc, on m'avait balancé dans la prison du comté d'Allen à Lima, dans l'Ohio. Là, le shérif Jess Sarber et ses gros bouseux de collègues m'ont traîné dans ce qu'ils appelaient un établissement à sécurité minimale. Ouais, minimale. Comme si c'était un club de vacances. Sarber n'était pas un mauvais type. Juste un autre pigeon pris dans le jeu, me nourrissant de 3 repas par jour pendant que j'attendais le prochain coup. Pendant ce temps, des rumeurs commencèrent à circuler dans les bas-fonds au sujet de 4 types qui s'étaient évadés plus tôt, emmenant avec eux un pauvre shérif. Ils avaient atteint l'aire d'atterrissage de McCool près de Gary dans l'Indiana et survivaient avec pour seul festin du maïs vert et des tomates pas mûres volées dans un champ de fermier. James Clark était plié en deux par des ulcères, du genre à faire pleurer même le plus endurci des durs à cuire. Ils avaient envisagé d'abandonner le shérif, de le laisser au vautour peut-être. Mais finalement, James Clark déclara qu'il devait continuer sans lui et qu'il fallait laisser le shérif derrière. Les autres se dispersèrent près de Hobart vers 3 heures du matin, s'éparpillant comme des rats quand les lumières se rallumaient. Le soir même, un chauffeur de Gary repéra Clark, le reconnut pour ce qu'il était, et se mit à piailler comme un canari. Et voilà, Clark se retrouva à nouveau derrière les barreaux. Simultanément, Pierpont et sa bande apprirent que leur planque à Hamilton était prête. Ils prirent une Oldsmobile et se mirent en route vers le refuge, mais des témoins parvinrent à les repérer, près de la forêt nationale Hoosier. Le capitaine Leach déploya alors 18 policiers d'État pour fouiller la zone. Pour dérouter les forces de l'ordre, les fugitifs prirent la direction du nord avant de s'arrêter brièvement à un étal de légumes à terre haute. Le sergent Burt Davis repéra rapidement l'Oldsmobile, dans laquelle se trouvaient 6 hommes. Durant la poursuite, une manœuvre évasive de Pierpont fit percuter la voiture contre un poteau, éjectant James Jenkins. La bande l'abandonna, déroba une autre voiture et rejoignit leur planque en Ohio. James Jenkins mourut peu après dans un cabinet médical. Une fois la bande installée à la planque, ils se mirent à élaborer un plan pour me faire sortir de la geôle du shérif Sarber. Pour ce faire, il leur fallait non seulement des armes, mais aussi de l'argent pour se les procurer. Charles Maclay proposa alors de braquer la Banque nationale en Ohio. À l'issue de ce braquage, la bande disposait enfin des fonds nécessaires pour acheter des armes, mais Pierpont tenait avant tout à tenter de me faire sortir de la prison sans avoir à tout assiéger. Il envoya Omar Brown, un véritable faiseur de miracles, pour négocier un accord avec le shérif Sarber. Lorsque la tentative de corruption échoua, c'était le moment de passer au plan B. Les armes étaient prêtes, les hommes aussi, tout était en place pour me faire sortir. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Une fois les armes prêtes, Pierpont et les gars se mirent à peaufiner leur plan. D'après ce que j'ai su plus tard, ils comptaient faire entrer Mary Kinder, qui se faisait passer pour ma sœur. Son rôle, repérer les lieux et étudier l'agencement de la maison du shérif. L'action devait se dérouler le soir même. Pendant ce temps, moi, j'étais assis à la grande table de la salle de jour,
au milieu des autres détenus. On jouait au pinocle comme si de rien n'était. À 18h20, j'ai entendu le grondement familier de ma terraplane devant la maison en briques rouges du shérif. Une Chrysler est arrivée juste après. Harry Copeland est resté près des voitures. John Hamilton s'est posté non loin de l'Ohio Theater pour faire le guet. Et Ed Shoes, nerveux comme un lapin pris dans les phares, devait lui aussi rester à l'extérieur. Pierpont, Maclay et Clark sont entrés dans la maison du shérif attenante à la prison. Ils se sont présentés comme des agents d'Indiana venus me transférer à Michigan City. Le shérif Sarber, conscient que l'Indiana et l'Ohio se disputaient ma garde, est resté méfiant et il leur a demandé leurs papiers. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pris de panique, Pierpont a sorti son automatique 38 et a tiré 2 fois. Une balle a touché Sarber sur le flanc gauche. Il est tombé à la renverse. Il a tenté de se relever, mais Maclay l'a violemment frappé à la tête avec la crosse de son arme. Le coup si fort qu'il a touché l'os et a déclenché un tir accidentel. Dans la salle de jour, on avait entendu des coups de feu, et l'un des hommes attablés avait alors plaisanté en affirmant que mon gang venait me chercher. Je n'ai rien dit. Je suis retourné calmement à ma cellule, j'ai pris ma veste, et je suis revenu m'asseoir. Quand Pierpont est arrivé avec les clés, il a ouvert la porte du bloc cellulaire. Je me suis levé, et j'ai marché vers la sortie. En traversant la pièce, j'ai vu le shérif étendu au sol, le visage défait, en état de choc. Je me suis agenouillé près de lui. Il souffrait. Puis je me suis relevé et j'ai quitté la pièce, incapable de croiser le regard de sa femme. On s'est séparés en 2 groupes pour rejoindre la planque de Hamilton dans l'Ohio. Moi, Pierpont, Clark et Maclay avons pris la terraplane. Hamilton, Shoes et Copeland ont pris la Chrysler. Je ne vais pas mentir, j'étais reconnaissant qu'ils soient venus me sortir de là, mais je n'arrivais pas à comprendre cette violence. Il y avait d'autres moyens. Alors dans la voiture, je me suis retourné vers Pierpont et Maclay. J'ai choisi mes mots avec soin. « Vous étiez vraiment obligés de faire ça ?» Ils n'ont rien répondu. Rien du tout. Quelques minutes après qu'on ait pris la route, le fils du shérif Don Sarber est rentré chez lui. Le gosse a monté les marches 4 à 4 et a vu la scène. Son père gisant ensanglanté, et il s'est précipité à l'étage pour appeler une ambulance depuis la chambre. Ensuite, il a alerté tout le monde. À l'hôpital mémorial de Lima, le verdict est tombé plus tard dans la soirée. Jess Sarber était mort. Ce n'étaient pas les balles qui l'avaient tué, mais les caillots au cerveau causés par les coups. Le médecin a parlé d'un passage à tabac excessif et inutile. Ce mot-là m'est resté en travers de la gorge. Inutile. Cette nuit-là, Lima s'est transformée en véritable zone de guerre. Sirènes hurlantes, voitures de patrouille, milices de volontaires, membres de l'American Legion armés jusqu'aux dents. Ils ont fouillé la ville de fond en comble pour nous retrouver, mais on était déjà loin, bien loin. Le lendemain matin, les journaux criaient notre nom en lettres capitales. Évasion sanglante. Le gang Dillinger frappe encore. Shérif assassiné. Les titres claquaient comme des coups de feu. Et le public, beaucoup voyaient en nous des héros de l'Amérique en crise. Des hommes qui s'en prenaient aux banques, pas aux pauvres. Mais tuer un shérif, ça, même les plus indulgents ne pouvaient pas le cautionner. Don Sarber, 21 ans à peine, a été nommé shérif à la place de son père. Il a juré de venger sa mort. Je me souviens encore de sa photo dans le journal. Mâchoire serrée, regard fixe, costume trop grand pour ses épaules. Il n'avait pas encore la carrure d'un homme de loi, mais la rage dans les yeux, oui. Et comme si ça ne suffisait pas, le comté a mis une prime de $5000 sur nos têtes. $5000, en pleine dépression. Autant dire que n'importe quel type avec une arme et un peu de courage pouvait se réveiller chasseur de primes du jour au lendemain. Je savais que l'enfer venait de commencer. Quelques jours après notre évasion, j'ai appris que le capitaine Matt Leach commençait à devenir complètement parano. Apparemment, des gars se mettaient à braquer des banques à travers l'Indiana en se faisant passer pour moi. Des imitateurs, des imposteurs. Mais franchement, de quoi se plaignait-il? À chaque nouveau cas qu'on nous attribuait, qu'il soit vrai ou non, la législature de l'Indiana ouvrait un peu plus les vannes. Leach obtenait tout ce qu'il voulait. Voitures renforcées, mitraillettes, gilets pare-balles. Tout sauf les fameuses voitures radio.
même la police d'Indianapolis recevait du matos. Et une deuxième arme pour chaque agent, des voitures banalisées transformées en chars d'assaut roulants avec blindage et mitrailleuses. L'Indiana, c'était devenu une forteresse. On a même voté une loi autorisant chaque shérif à nommer qui il voulait comme adjoint, du moment qu'il voulait se battre contre ce qu'ils appelaient le gang de la terreur. Ça sonnait presque comme un nom de film. Mais malgré tout ce théâtre, les barrages routiers ne valaient pas un clou. On les passait sans problème, parfois en ralentissant juste assez pour saluer les flics au passage. 5 avions avaient été préparés pour nous repérer depuis les airs, mais ils ne pouvaient pas couvrir toutes les routes, et surtout, ils n'avaient aucune idée d'où on se trouvait. Du côté fédéral, c'était le calme plat. J. Edgar Hoover et ses agents ne pouvaient rien faire. Pas encore. Ils n'avaient pas la juridiction. Alors Hoover a dû sortir un communiqué de presse histoire de sauver la face. Il disait que ce n'était pas leur domaine de compétence, sauf s'il y avait enlèvement ou transport de voitures volées entre États. En gros, il demandait au Congrès de voter des lois pour pouvoir enfin bouger. Mais Leach, lui, il avait un autre plan. Il se mettait à faire du profilage psychologique. Il croyait pouvoir nous casser de l'intérieur. Il avait même demandé aux journalistes de m'ériger comme chef du gang à la place de Pierpont. Il voulait titrer partout « Le gang Dillinger ». Et les journaux l'ont suivi, bien sûr. Il cherchait un nom, un visage. Et j'étais parfait pour ça. Leach pensait semer la zizanie entre nous. Il imaginait que Pete, qui était clairement le cerveau du groupe, allait mal le prendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chez nous, il n'y avait pas de vraie hiérarchie. Pete avait peut-être une voix plus forte que les autres, c'est vrai. Mais personne ne dominait réellement. Et quand ces articles sont sortis en me nommant chef du gang, Pete, il n'en avait rien à faire. Moins la presse lui collait au basque, mieux il se portait. Moi, par contre, je vais pas mentir, j'adorais ça. Je découpais les articles. Je les lisais et les relisais. J'en envoyais même à la maison. Mon nom en gros titre, mon visage imprimé sur tout le Midwest, c'était grisant. J'étais en train de devenir une légende vivante. Et plus les gens m'idolâtraient, plus j'avais envie d'être à la hauteur de cette image. Leach voulait nous affaiblir, mais sans le vouloir, il venait de me donner une armure. Pire, il m'avait donné une mission. Et ça, c'était vraiment pas bon pour eux. Quelques jours après toute cette agitation, on a décidé de se poser un peu. Direction Chicago. S'installer à Chicago dans notre jargon, ça voulait dire louer un appartement avec sa copine, essayer de mener une vie normale, au moins en surface, rien de flashy, juste de quoi passer sous les radars. Moi et Billy, on a emménagé dans l'appartement numéro 311 sur Parkside Avenue. C'était pas grand-chose, mais c'était tranquille. Harry Pierpont et Mary Kinder ont pris le 312, juste à côté. C'était presque domestique, comme une petite vie de voisinage. Sauf qu'on avait tous braqué des banques ou tué un flic quelques semaines plus tôt. Le reste du gang s'était éparpillé dans le North Side. Shows, lui, il n'avait pas de fille à lui. Et parfois, ouais, il tournait un peu autour de Billy. Je vous jure, je faisais des efforts pour rester cool. Mais il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et Shoes, il s'en approchait un peu trop souvent à mon goût. Mais bon, on essayait tous de faire semblant d'avoir une vie calme, faire les courses, lire le journal, boire un café au coin de la rue, le tout avec les poches pleines d'argent volé et des mandats d'arrêt sur nos têtes. On vivait entre deux mondes. Et à Chicago, cette illusion de normalité, elle pouvait pas durer éternellement. 2 flics patrouillaient du côté de Rainbow Barbecue à Chicago quand ils tombent sur un type qui brandissait un revolver sur une prostituée dans sa bagnole. Le gars s'est fait appeler John Sutton. Mauvais nom, mauvais acteur. Ils l'ont embarqué au poste, pris ses empreintes et bingo, c'était Harry Copeland. Quand j'ai appris ça, j'ai eu un haut le cœur. C'était un abruti ou quoi? Il savait qu'on devait rester discret, faire profil bas. Et voilà qu'il se fait coincer pour avoir sorti un flingue sur une nana en pleine rue. Résultat, les journaux affichaient en énormes lettres « Un homme du gang Dillinger arrêté ». C'était foutu pour lui, et c'était dangereux pour nous. Maclay, lui, a eu une réaction glaciale. Il déclara sèchement que Copeland ne manquerait jamais à personne. Pas faux. Mais ce n'était pas une question de sentiment. Le problème, c'est que Copeland savait des choses. Trop de choses. C'est là que les choses ont vraiment changé.
J'étais tranquillement installé à Chicago avec Billy à essayer de jouer un type ordinaire quand tout s'est emballé. La Chicago Crime Commission m'a officiellement désigné ennemi public numéro 1. Le deuxième homme de l'histoire à recevoir ce titre après Al Capone. Rien que ça. À Washington, Hoover a fait encore mieux. Il m'a appelé le criminel en liberté numéro 1. C'était un avant-goût de ce qui allait devenir plus tard la fameuse liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Ce qui me faisait rire jaune, c'est que techniquement, j'avais encore tué personne. Pas directement en tout cas. Mais avec ce qu'il s'était passé à Lima, ce que Pierpont et les autres avaient fait pour me sortir, j'étais devenu coupable par association. Et pour Hoover, c'était largement suffisant. Le capitaine Matt Leach, de son côté, ne lâchait pas l'affaire. Il a tout fait pour que ce soit ma tronche qui apparaisse en première page de tous les journaux. Il avait compris comment manipuler l'opinion. Et ça marchait. Le 16 décembre, la police de Chicago a mis en place quelque chose de complètement fou. Les squads Dillinger. 40 flics armés jusqu'aux dents. Rien que pour me coincer. Leur QG avait des mitraillettes, des fusils, des boucliers en acier, des grenades lacrymogènes. De quoi faire la guerre à une armée. La moitié de ce matériel n'était même pas utile, mais ça leur donnait l'impression d'être prêts. Les meilleurs tireurs, c'est l'équipe de nuit qui les avait. Leur chef, le sergent Frank Reynolds, était un vétéran, du genre à ne pas rater sa cible. Je savais que s'il me trouvait, il n'allait pas chercher à discuter. Alors avec Pierpont, on a levé le camp. Juste à temps. Quelques jours après notre départ, la police a perquisitionné nos appartements. Trop tard, messieurs. Il fallait changer d'air. L'ambiance à Chicago était devenue irrespirable. On s'est regardé, on a ri, et on a pris une décision qui aura fait hurler Hoover de rage. On est parti en vacances. Le 20 décembre 1933, j'ai appris que Shoes s'était fait avoir comme un bleu. Le capitaine Matt Leach, encore lui, avait reçu un tuyau. Shoes et ses gars devaient se réunir à l'hôtel La France à Paris. Pas la capitale française, non. Paris, Illinois. Ils allaient, paraît-il, planifier un braquage. Leach a flairé le bon coup et s'est allié avec la police locale pour leur tendre un joli petit piège. À 10h20 du matin, Shoes débarque accompagné de Carl Miller et de Lorne Malls. Il roulait dans une terraplane, celle de Russell Clark. J'imagine que Russ n'était pas ravi d'apprendre ça. L'agent Eugène Teague leur bloque la route avec sa voiture de patrouille, garée en travers. Shoes, lui, tente la marche arrière pour se tirer. Mais une autre bagnole de flic vient lui rentrer dans le pare-choc. Il a eu ce moment de flottement. Vous savez, celui où tout ralentit, où on sent que tout va basculer. Shoes s'est affaissé sur le volant, prêt à bondir. Mais c'était fini. Miller, lui, a eu plus de chance. Il s'est tiré dans la confusion et a filé entre les mailles. Mais pas Shoes. Pas ce jour-là. Il s'est rendu avec les deux filles. Pas un coup de feu, pas de panique. Juste une fin de partie, propre et sans éclat. C'était pas son style pourtant. Mais bon, quand les cartes sont contre vous, mieux vaut ne pas faire de bruit. Notre gang se réduisait de semaine en semaine. C'était inévitable. Les têtes brûlées finissent toujours par se faire cueillir. Parmi les 10 gars qui s'étaient évadés de Michigan City, Walter Dietrich avait décidé de prendre une autre route. Il avait fait équipe avec ce frimeur de Handsome Jack Clutas. Ensemble, ils s'étaient fait appeler les College Kidnappers. Un nom idiot si vous voulez mon avis. Trop propre, trop chic pour ce qu'ils faisaient. Le 6 janvier 1934, je me souviens avoir lu que le capitaine Daniel Gilbert avait eu un tuyau. Un informateur lui aurait parlé de Clutas. Gilbert a fait débarquer 2 unités dans un bungalow à Bellwood, dans l'Illinois. Il cherchait Clutas. Et qu'est-ce qu'il trouve? Earl McMahon et un autre type qui se faisait appeler Paul Stroud. Mais quand ils ont vérifié ses empreintes, ils sont tombés de haut. Stroud, c'était en réalité Walter Dietrich. Et puis là, les choses ont pris un drôle de tournant. Dietrich, flairant la possibilité de s'en tirer avec un peu de clémence, a accepté de parler à la presse. Il a sorti une version toute préparée, soigneusement polie par les autorités de l'Indiana pour protéger leur gouverneur Paul McNutt. Dans sa déclaration, Walter racontait que les flingues utilisées pour l'évasion de Michigan City étaient passées en douce dans une boîte de fil à coudre.
Sérieusement, des 38 dans une boîte à couture. Mais voilà, c'était pas une question de vérité. C'était une question d'image. Il voulait faire passer la prison pour un gruyère, histoire de dire que l'évasion était due à l'incompétence des gardiens, pas à un quelconque coup de pouce de l'intérieur. Tout partait en morceaux. La moitié de mes gars étaient déjà en tôle. Et au fond de moi, je savais que j'étais le suivant. On peut sentir ce genre de choses. Et j'avais raison. Quelques jours plus tard, on était tous réunis au close-in à Tucson. Moi, Billy, Pierpont, Mary Kinder, Russell Clark, Charlie Maclay. Une drôle de petite réunion de famille. On pensait avoir trouvé un coin tranquille pour souffler. Mais la tranquillité, c'est pour les fantômes, pas pour des types comme nous. Un dénommé James Heron a débarqué avec 10 flics, guidé par un habitant du coin qui avait cru reconnaître nos têtes. On n'avait pas nos gilets pare-balles, et avec les filles autour de nous, pas question de faire feu. On n'a même pas eu le temps de réfléchir, alors on a levé les mains. Pas d'échange de coups de feu, pas de course-poursuite épique, juste des mains en l'air et des regards échangés. Chez nous, ils ont trouvé de quoi faire une guerre. 7 000 $ en liquide, 2 mitraillettes Thompson, 500 cartouches, 2 radios à ondes courtes et 2 fusils Winchester 351 modifiés avec des crosses à 4 poignées et des silencieux Maxim. Ils nous ont tous embarqués au poste de police de Tucson. Et croyez-moi, à ce moment-là, j'ai su que les choses allaient mal tourner. Le lendemain, Billy et Mary ont été relâchés sous caution. 5 000 $ chacune. Elles étaient libres, au moins pour un temps. Moi, en revanche, je savais que mon tour approchait. Les flics de Tucson refusaient de me garder plus longtemps. Ils avaient trop peur que je m'échappe encore. Résultat, direction Chicago, pour un transfert en grande pompe vers Crown Point, Indiana. Le 30 janvier, à 18h10, on a atterri à l'aéroport municipal. En bas, c'était la guerre. 32 types de l'escouade anti-Dillinger m'attendaient armés jusqu'aux dents. Mitraillettes, fusils à pompe, gilets pare-balles. Ils avaient même des casques, comme si j'allais bondir de l'avion à main nue. Puis, ça a été le convoi. 13 voitures, une douzaine de motards, des sirènes partout. Et à chaque patelin traversé, des renforts s'ajoutaient. Quand on a franchi la frontière de l'Indiana, on était escorté par plus de 150 flics. Tout ça pour un gars qui officiellement n'avait tué personne. À 19h35, on est arrivé à Crown Point, dans l'Indiana. En voyant la prison, j'ai presque souri. Un vieux bâtiment en briques dans une ville de 4000 âmes. Ça me rappelait Lima. Et Lima, je m'en étais évadé sans trop de mal. Le shérif était une femme, Lillian Hawley. La quarantaine, tirée à 4 épingles, lavalière blanche en angora. Pas d'uniforme, non, elle tenait à l'élégance. Les journalistes, eux, trépignaient. Ils voulaient leur moment. Hawley leur a balancé un nom, net et sans bavure. Mais Estill, le procureur, a senti le coup à jouer. Ambitieux, le gars. Il visait le poste de gouverneur. Il m'a sorti de ma cellule comme une bête de foire. On m'a enlevé les menottes et me voilà au centre d'un véritable cirque. Flash, caméra, journaliste. Il m'a passé le bras autour de la taille comme si on était de vieux copains. Alors j'ai joué le jeu. Un sourire, le coude posé sur son épaule, l'air détendu. Certains ont dit que mon geste, main en forme de pistolet, c'était un message. Tuer Estill. Pas besoin, mon sourire suffisait à flinguer sa carrière. Moi, j'assurais le spectacle. Ni fermé, ni hostile, juste charmeur. Je savais que ça les rendait fous. Un type comme moi qui transformait leur machine judiciaire en numéro de cabaret. Et là, mine de rien, j'ai glissé une info sur Hamilton. Que c'était fini pour lui. Qu'il était mort à East Chicago. Un petit mensonge utile. Fallait qu'il puisse se faire oublier. Préparer quelque chose. Après une demi-heure de spectacle, ils m'ont ramené en cellule. Mais je savais déjà que cette prison n'était qu'une étape. Une pause, pas une fin. Quelques jours plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler et elles m'ont filé la nausée. Ils comptaient me transférer à la prison d'État de l'Indiana, une vraie forteresse. Fini la brique rouge paisible de Crown Point, place aux murs infranchissables
et au maton sous tension. Je savais que si je voulais garder une chance de m'évader, il fallait que je reste ici, à Crown Point. Et pour ça, j'avais besoin d'un avocat. Un bon. Pas un de ces types qui croient encore à la justice. Non, un requin. Du genre à mettre la pression là où ça fait mal. Un nom revenait souvent. Louis-Philippe Piquet, un as du barreau, bien connu dans certains cercles, disons, discret. Quant à les relations que j'ai, tu finis vite par savoir qui sert à quelque chose et qui fait semblant. Piquet, lui, savait jouer. Quand il a appris que je voulais lui confier ma défense, il s'est senti flatté, comme si c'était un privilège de défendre l'ennemi public numéro 1. Il m'a annoncé son prix, 3000 $. Pas donné, mais je savais que ça les valait. Rester à Crown Point, c'était vital, parce que dans ma tête, le plan prenait déjà forme. Par contre, les choses tournaient mal pour Pierpont, Clark et Maclay. Eux, ils avaient déjà été expédiés dans ce trou à rats en Indiana. Trop tard pour eux. Lundi 5 février. Dès que j'ai mis un pied dans cette petite salle d'audience de Crown Point, j'ai compris que ce ne serait pas une audience comme les autres. Des journalistes, des photographes, des badauds. Tout ce monde-là ne venait pas pour la justice. Ils venaient pour le spectacle. Pour moi. À l'entrée, ils avaient fouillé tout le monde. Même les journalistes. Une rumeur courait. Que Hamilton était dans les parages, avec une escouade de voitures prêts à me sortir de là à coups de fusil. Je savais que c'était faux, et je n'allais pas corriger qui que ce soit. Madame Hawley, la shérif, n'a pas pris de risque. Elle a fait poster 6 types de la garde nationale dans la prison, et aligné 50 flics le long des murs de la salle d'audience. Et moi, on m'a fait entrer, escorté par 4 gorilles armés jusqu'aux dents. Piquet, mon avocat, a sauté sur l'occasion. Il a dénoncé les chaînes, dit que ça ressemblait plus à un donjon tsariste qu'à un tribunal américain. Il a demandé qu'on me libère de mes entraves, puis il a exigé un délai, 30 jours pour préparer ma défense. Et il voulait repousser l'audience à mars. Le juge Murray, bien trop soucieux de son image pour passer pour un tyran, a cédé à moitié. Parfait. Ça me laissait tout juste assez de temps pour préparer ce que j'avais en tête. Je m'étais donné quelques jours pour réfléchir, pour voir si une porte s'ouvrait. Rien. Alors le 17 février, j'ai demandé à Piquet de graisser une patte, n'importe laquelle, pour me faire entrer un flingue, un vrai. Mais le vieux n'a rien pu obtenir. Apparemment, personne ne voulait perdre sa retraite juste pour moi. C'est là qu'O'Leary, son assistant, a eu une idée. Une arme factice, en bois, introduite discrètement. Si je me faisais choper, je n'aurais qu'à dire que je l'avais sculptée moi-même dans ma cellule. Pas de preuves, pas de complice. Juste moi et un bout de bois. J'ai hésité. Dieu sait que j'ai hésité. Mais je n'avais plus d'option. Alors j'ai dit oui. Pendant ce temps, à Washington, Hoover ne savait plus quoi faire de ses 10 doigts. Le massacre de Kansas City était toujours impuni, ses projets de loi anticriminalité s'enfonçaient dans la vase du Congrès et les flics locaux se pavanaient après avoir coffré les grands noms. Le message à Capitol Hill, pas besoin du bureau, tout est sous contrôle, merci, au revoir. Ce pauvre Hoover avait besoin de moi dehors. Un bon vieux voleur de banque inter-État qui ridiculiserait les shérifs, traverserait les frontières et foutrait la honte à tout ce petit monde. Et devinez quoi ? Il allait être exaucé. Le 3 mars 1934, à 9h15 du matin, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai sorti mon jouet en bois et je l'ai braqué sur Blunk, le gardien. Il a levé les mains, ça suffisait. Ce qu'il voyait, c'était une arme, pas du bois, pas du théâtre. Youngblood, un autre prisonnier, m'a aidé à le neutraliser, puis on a attiré 3 autres gardes dans le piège. Un à un, ils sont tombés. Même le surveillant, tous à terre. Tous sans comprendre ce qui leur arrivait. Mais moi, je voulais des vraies armes. Direction le bureau extérieur. Un soldat de la garde nationale m'a regardé 2 secondes de trop. 2 secondes de trop pour lui, pas pour moi. Une mitraillette, puis une deuxième. Maintenant, on parlait la même langue. Puis je me suis faufilé par une allée que personne ne surveillait. Faut croire que la sécurité à Crown Point, c'était surtout pour la photo. Et là, dans le garage, je n'ai pas pu résister. J'ai pris la voiture de Lillian Hawley. La shérif elle-même. Ironique, non? Avec Blunk et un mécano toujours otage, j'ai mis les gaz, pieds au plancher. Avant de les relâcher, je leur ai filé ce que j'avais, 4 $. Je filais vers Chicago, l'odeur de la liberté plein les narines. J'étais fier, trop fier peut-être, parce que dans l'excitation, j'avais oublié un détail.
En volant une voiture et en franchissant la frontière de l'Indiana, j'avais déclenché la seule juridiction que j'aurais dû éviter. Et à cet instant précis, je n'étais plus le problème des shérifs. Je devenais l'affaire du FBI. Et pour Hoover, c'était Noël avant l'heure. Ils étaient plus de 5000 à me chercher. Flics, agents fédéraux, shérifs, bénévoles en uniforme ou en salopette. Une armée pour un seul homme. Moi. Pas mal, non? Chicago était devenu le centre de tout ça. Une ville pourrie jusqu'à l'os où les mafieux d'hier jouent aux hommes d'affaires respectables. Mais moi je n'étais pas de leur monde. Pas de compromission, pas de deal en coulisses. Juste moi, mon flingue et la route. Je braquais à visage découvert, j'échappais à leur prison et je faisais la une, pas les petites lignes. Mais ce n'était plus un jeu. À l'autre bout du fil, quelqu'un serrait les dents. Melvin Purvis. Pas un cow-boy, pas un bagarreur. Un bureaucrate au cœur de la tornade. Un type qui faisait son boulot avec la froideur d'un chirurgien. C'est avec lui que je finirais. Je le savais. On était déjà en train de se rapprocher l'un de l'autre, comme deux balles lancées sur la même trajectoire. J'avais le pressentiment que la prochaine fois qu'on se croiserait, ce serait la dernière. Une fois que le FBI s'implique réellement dans cette affaire, il écarte complètement la police d'État. Il les traite comme s'ils venaient juste de tomber d'un camion de citrouille. C'est un coup dur pour Leach. Ils le mettent à l'écart, ne lui parlent plus, ne partagent aucune information avec lui. Ils l'excluent totalement. Les choses devenaient de plus en plus tendues. Avec le FBI à mes trousses, la cavale était devenue un sport dangereux. Je retrouvais Billy, mais ma vieille bande n'était plus qu'un souvenir. C'est là que je fis la connaissance de Lester Gillis, un type au sang chaud qu'on appelait Babyface Nelson, un tueur avec un tempérament de feu, un allié de taille dans ce monde de flics et de fuites. Le printemps 1934 arriva, et avec lui, des braquages dans le Dakota du Sud et l'Iowa. Et c'est là que j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. Je me suis dit, et si je foutais tout en l'air et rentrais à la maison? Un peu de normalité, un semblant de famille avant que tout cela ne s'effondre. J'avais une idée en tête, présenter Billy à ma famille. Le FBI nous poursuivait mais je m'en fichais. J'avais fait un petit détour, juste pour montrer à Billy la fermette où j'avais grandi. Discuter du mariage à venir, et pour voir la famille avant de partir, soit 10 ans à l'étranger bien sûr. J'avais apporté un souvenir, le fameux pistolet en bois, un petit bout de moi pour les laisser derrière, juste au cas où. Le dîner était simple, poulet rôti et tarte maison. C'était presque normal, on a parlé, on a rigolé, et pour un instant, j'ai oublié que je vivais en fuite. Et bon Dieu que ça m'a fait du bien. Mais je savais qu'au fond, les agents fédéraux étaient tout autour de nous, cachés dans les bois, à guetter la moindre erreur. Il fallait que je parte. On roulait vers Chicago. Billy à mes côtés comme toujours. Elle ne disait pas grand-chose, mais je sentais que son cœur battait aussi fort que le mien. On savait tous les deux que le temps nous était compté. J'aurais voulu prolonger cette route indéfiniment, mais il fallait la déposer en ville. Moins elle traînait avec moi, mieux c'était pour elle. Je l'ai laissée sur le trottoir, une poignée de secondes à peine, et là, c'est arrivé. Les fédéraux ont fondu sur elle comme des vautours. Je suis resté figé dans la voiture avec Pat Charrington. On regardait la scène, impuissant. Je voulais sortir, je voulais courir, tirer, hurler, faire n'importe quoi pour la reprendre. Elle se débattait, mais c'était fini. Il l'avait. Je me suis tourné vers Pat, les mains crispées sur le volant. Je voulais retourner en arrière. J'étais prêt à mourir là, sur place, rien que pour la libérer. Pat me regarda droit dans les yeux et me déclara que ce serait du suicide, que je ne la récupérerais jamais et que je finirais tué. Elle avait raison, je le savais. Mais cela n'atténuait en rien la douleur. On a repris la route, je ne voyais plus rien. Tout était flou, et là, j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer comme un foutu gamin. J'étais censé être l'homme le plus recherché d'Amérique. Un bandit, un dur à cuire. Mais ce jour-là, j'étais juste un homme qui venait de perdre la seule personne qu'il aimait vraiment. Billy,
Elle a pris 2 ans pour m'avoir aimé, pour m'avoir caché. Elle a payé le prix fort. Et moi, j'ai dû continuer sans elle. Je ne l'ai plus jamais revue. Le 22 avril, on était planqués dans une auberge paumée au nord du Wisconsin, un endroit appelé Little Bohemia. Le genre de bicoque en bois où on croit pouvoir respirer un peu. Mais Purvis et ses hommes étaient déjà sur nos traces. Les chiens se sont mis à aboyer. Mauvais signe. Puis des types sont sortis de l'auberge. Pas nous. 3 pauvres gars qui n'avaient rien à voir avec notre affaire. Et les fédéraux, sans réfléchir, ont ouvert le feu. L'un d'eux est mort, les 2 autres ont été blessés. C'était une boucherie. Et pas une balle pour moi ou mes gars. On était à l'étage, planqués. On a sauté du toit et filé vers le lac. On a marché toute la nuit jusqu'à une ferme. Je pensais qu'on était morts, et pourtant on était encore là. Babyface, lui, a ouvert le feu et tué un agent pour s'enfuir. Ça a foutu un sacré coup à l'image de Hoover. Mais il a su retourner ça à son avantage. Dès le lendemain, Roosevelt passait ses lois anti-criminalité, et le FBI est né pour de bon, avec tous les pouvoirs qu'il voulait. Et moi, je suis retourné à Chicago. Billy n'était plus là. Le gang n'était plus le même. J'étais fatigué, brûlé. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai vu un chirurgien, il m'a charcuté le visage, le menton, le nez, même cette fichue tache entre mes yeux. Je voulais disparaître. Plus de photos, plus de flash, juste du silence. Mais disparaître coûte cher, trop cher. J'avais besoin de fric, et vite. Tout se payait au prix fort. La nourriture, l'abri, la police. Surtout la police. Il fallait les arroser sans arrêt. Alors on a braqué une banque. La Merchants National, à South Bend. Quand je suis entré, j'ai crié. Mais personne n'a bougé, comme si j'étais invisible. Alors j'ai levé ma Thompson et j'ai tiré en l'air. Le plâtre a volé. Les gens se sont jetés à terre. C'était le chaos. Mais on n'était plus aussi bon qu'avant. On était fatigués, usés. Et les flics sont arrivés beaucoup trop vite. Dans la rue, ça a dégénéré. Un flic a été tué, 4 civils ont été touchés. On a réussi à s'échapper. Mais je savais que c'était fini. C'était mon dernier braquage. On n'avait plus d'échappatoire. Et quelque part, je crois qu'on n'en voulait plus. Le jour de mes 31 ans, j'ai reçu un drôle de cadeau. J'étais désormais l'ennemi public numéro 1 des États-Unis par le FBI. Ils avaient mis ma tête à prix, mobilisé tout ce qu'ils avaient. Pour moi, un gosse de Mooresville. Mais ce soir-là, j'étais pas seul. J'avais une fille avec moi, Polly Hamilton. Jolie, tendre, pas comme Billy, mais elle m'aidait à oublier. On logeait chez sa patronne, Anna Sage, une roumaine rusée comme un renard. Et moi, abruti par la chaleur et les mois de cavale, je croyais que j'étais à l'abri. Erreur de débutant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Anna jouait double jeu. Elle était menacée d'expulsion, alors elle est allée voir les fédéraux. Le 19 juillet, Anna a rencontré Purvis dans une voiture du bureau. Il lui a juré qu'il ferait de son mieux pour qu'elle reste aux États-Unis, sans pouvoir rien garantir. Le 22 juillet, il faisait une chaleur étouffante dans cet appartement. Anna a proposé d'aller au cinéma. On a dit oui, Polly et moi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en descendant soi-disant à la charcuterie acheter de la graisse, elle appelait Purvis. Elle lui a dit « Ce soir, Biograph Theater ». Il m'attendait dehors, la rue grouillée de flics et d'agents. Mais il ne savait pas si c'était bien moi. Je m'étais fait refaire le visage, j'avais teint mes cheveux. J'étais un fantôme. Il disait qu'Anna porterait une robe rouge. Ce n'était pas vrai, c'était orange. Mais bon, le rouge, ça fait une meilleure légende. À la sortie du film, je me sentais bien. J'avais même ri à certaines scènes. Et là, je l'ai vu. Purvis. Un petit type, à moins d'1 mètre. Élégant, raide comme un fusil. Il m'a regardé dans les yeux. J'ai soutenu son regard sans broncher. Peut-être que je l'ai reconnu. Peut-être pas. Puis, j'ai entendu sa voix. Les mains en l'air, Johnny. Tu es cerné. J'ai couru, pas pour me battre. Juste pour me sauver. Encore une fois. Une dernière.
Mais les balles sont parties. 2, peut-être 3. Je les ai senties me traverser comme si le temps s'était figé. Et puis tout s'est écroulé. Le sol s'est approché trop vite. Mon cœur a ralenti. Et dans mes dernières secondes, je n'ai pas pensé au braquage, aux voitures, aux armes. J'ai pensé à Billy, à la ferme, au poulet rôti, aux tartes, à ma mère. Et puis, plus rien. Je ne sais plus exactement quelle heure il était cette nuit-là. L'air était lourd, étouffant. À cause de la chaleur, Emmett, les enfants et moi avions décidé de dormir sur la pelouse, juste devant la maison à Maywood. Il était tard, une de ces nuits suspendues, où le monde semble retenir son souffle. Puis les phares d'une voiture ont troué l'obscurité. Et deux hommes en sont sortis, des agents du FBI. Avant même qu'ils ne parlent, j'ai su. Mon cœur s'est arrêté. Et quand ils ont dit que Johnny était mort, abattu à Chicago, j'ai senti le sol se dérouler sous moi. Je me suis effondrée. Pas juste pleurer, sangloter. Il était comme un fils pour moi. Je l'avais presque élevé. Je l'avais tant protégé quand il était petit, après la mort de notre mère. Je n'arrivais pas à croire qu'il était vraiment parti. Emmett et moi avons pris la route vers la ferme de Mooresville. Le trajet m'a semblé interminable. Chaque kilomètre creusait un peu plus le vide en moi. Et puis en arrivant, j'ai vu mon père. Figé, le visage blême, écrasé par le chagrin. Il m'a regardé et je me suis jetée dans ses bras. Aucun mot n'aurait pu soulager ce que nous venions de perdre. Je pleurais si fort que Doris et Frances se sont réveillées. Elles étaient encore des enfants. Elles n'avaient rien demandé à tout ça. Et il a fallu leur dire. Il a fallu leur apprendre que leur grand frère n'existait plus. Je sais pas ce qui a été le plus douloureux. Le prononcer à voix haute. Ou voir la vérité se peindre sur leur visage. Le mercredi matin, 25 juillet 1934. Bien trop tôt. Bien trop vite. On avait avancé la cérémonie d'un jour. Je ne sais pas pourquoi. Pour éviter la foule, peut-être. Ou fuir ces frénésies étranges que la mort de Johnny avait déclenchées. Mais même ainsi, ils étaient déjà là. Des inconnus au visage fermé, massés derrière les grilles du cimetière Crown Hill. Ils attendaient un spectacle. Comme si Johnny n'était plus un fils, un frère, un homme, mais une légende morte. Le cortège comptait une vingtaine de voitures. Je me souviens du silence qu'il laissait derrière lui. Comme si même les oiseaux s'étaient tus. Le ciel était bas, menaçant. On savait qu'il allait pleuvoir. Une tente avait été dressée au-dessus de la parcelle 94, section 44. Sa dernière demeure. Je n'ai pas vraiment entendu ce que le révérend Fillmore a dit. Il avait baptisé Johnny autrefois, quand il n'était qu'un bébé dans les bras de notre mère. C'était une autre époque. Une autre vie. Un temps où tout semblait encore possible. Puis le tonnerre a grondé, brutal. La pluie s'est mise à tomber, froide et violente. Les gens se sont précipités vers leur voiture en emportant avec eux ce moment sacré. Cette tentative d'adieu que la nature elle-même semblait refuser. Il ne restait que nous. Les vrais. 10 minutes plus tard, le calme est revenu. Nous avons marché à nouveau vers la tombe. Mon père était là, immobile, droit, pétrifié de douleur. Il ne disait rien, il ne pleurait pas. Mais moi je n'en pouvais plus. Doris et Frances pleuraient à mes côtés.
trop jeunes pour enterrer leur héros, leur frère, leur géant. Mon cœur se brisait à chaque pelletée de terre. À 15h15, on l'a descendu dans le sol, juste à côté de notre mère, comme papa l'avait promis. Là où, peut-être, il aurait toujours dû être. Pas dans les journaux, pas dans les banques, pas dans une ruelle criblée de balles. J'aurais voulu lui tenir la main une dernière fois. Lui dire qu'il était toujours ce petit garçon aux genoux écorchés. Pas l'image que le monde avait façonnée de lui. Mais il pleuvait. Il faisait froid. Et c'était fini. Après sa mort, le monde n'a pas ralenti. Il a continué à tourner, implacable. Mais autour de moi, les visages tombaient un à un, comme des dominos, depuis le jour où Johnny avait choisi de fuir. Henry Pierrepont, qui avait été comme un frère pour lui, a été exécuté 3 mois plus tard. Charles Maclay, lui, n'a même pas atteint la chaise électrique. Il a été abattu en tentant de fuir. Babyface Nelson a emporté avec lui 2 agents, Cowley et Hollis. Ceux-là même qui avaient surveillé Johnny au biographe. Encore une fusillade, encore du sang sur l'asphalte. Robert Estill, ce politicien souriant qui avait posé fièrement aux côtés de Johnny, disparu dans l'oubli. Mort seul en 1961, sans que personne ne s'en soucie. Son ambition enterrée avec lui. Ed Singleton, pauvre âme perdue, s'est endormi ivre sur des rails. On l'a retrouvé broyé. J'ai pleuré pour lui aussi. Tous ces hommes, ces silhouettes de l'histoire de Johnny s'éteignaient les unes après les autres. Et Anne Sage, la fameuse femme rouge, elle a eu 5 000 $ pour sa trahison. Mais Purvis ne l'a pas sauvée. Elle a été expulsée en Roumanie et morte là-bas en 1947. Je n'ai jamais su si je devais la haïr ou la plaindre. Et enfin Melvin Purvis, le héros du biographe partout en couverture. Après la mort de Johnny, il a quitté le FBI. On dit qu'il vendait des céréales aux enfants. Peut-être que c'était ça sa punition. En 1960, il s'est tiré une balle lui aussi. Un par un, ils sont tous partis. Et moi, je suis restée. Avec les souvenirs. Avec le poids de ce nom. Et avec le silence qu'il a laissé derrière lui. Sotto l'ombra della luna soffia il vento. Et voilà qui clôt cette deuxième et dernière partie de notre série sur John Dillinger. Un immense merci pour votre patience tout au long de ces 2 épisodes et pour le soutien que vous m'avez témoigné. Grâce à vous, j'ai pu mener à bien cette enquête et partager avec vous les coulisses de l'histoire. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter vos impressions et à partager la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures explorations. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.